Pourquoi tu veux garder l'anonymat? Qu'est-ce qui t'est... Je viens juste de... En fait, moi, j'ai toujours caché mon visage. C'est la première fois avec la sortie du livre que je dévoile mon visage. OK. Puis aussi, je suis prêt à dire mon prénom, mais j'ai toujours été caché derrière le personnage de Jawster. OK. Pour plusieurs raisons. C'est un peu inspiré par Banksy, l'artiste de rue britannique. Oui, incroyable. J'ai lu tous ses livres et je me suis dit, wow, c'est un noble de mettre de l'avant ses messages par-dessus son identité. Absolument. Puis je commençais à faire la photo en même temps que les gens commençaient à prendre des selfies. Tu sais, quand les caméras sur les téléphones commençaient à devenir bonnes, Ouais. puis là, les gens commençaient à prendre des selfies, puis au fil des voyages, je voyais de plus en plus des selfie sticks, puis je suis comme, OK, moi, je veux pas me mettre de l'avant. Le monde est beaucoup trop beau pour que moi, je me mette de l'avant. Donc, je me suis caché derrière un pseudonyme. D'où pourquoi je signe toutes mes photos de Jawster, puis que j'essaie de garder mon vrai nom caché. OK. Est-ce que ça, on peut le garder pour le montage? Ouais. Parce que moi, ça c'est une très belle intro Ouais. de trucs. Fait Ouais. que Jawster, Olivier, Ouais. merci d'être là. Merci. C'est pas clair, mais pour les gens, on vient juste de mentionner le pourquoi tu ne l'as pas donné ton nom complet pour laisser place à tes images. Ouais. C'est très, très noble comme truc. Merci. Je te remercie d'être là. 2, merci de me passer ton livre depuis 3 jours, Ouais. qui est la seule copie, Ouais. tu me disais, qui est Ouais. disponible. Je me sens très privilégié de ça. Puis le livre est incroyable. Sans Merci. blague, man. Chaque page que je tournais, les photos sont vraies, c'est humain, c'est sincère. Puis je sais pas comment l'exprimer, mais je sentais que j'arrive à lire à travers l'image que quand tu prends la photo de la personne, tu es vraiment dans la sincérité, t'es vraiment intéressé par le sujet, puis on dirait que la façon que tu prends la photo, l'angle, les couleurs, peu importe, ça te transpire ça. Je trouve ça touchant, je trouve ça beau. Mais c'est drôle parce que souvent, les gens, ils disent, on dirait qu'on est avec toi dans tes photos. Puis pendant longtemps, j'ai pas trop compris pourquoi les gens disaient ça. Mais de nature, je suis très gêné, je suis comme un introverti, extraverti. Et pour prendre une photo, faut vraiment que j'aie comme le plus grand respect pour la personne. Il faut que ça se fait de la manière la plus respectueuse. Donc, je respecte les photographes qui font de la photo candide de rue, comme vraiment sans que les gens le savent. Mais pour moi, c'est vraiment comme le processus. J'ai pas trop parlé au travers dans ce livre-là, parce que comme 99% parlent pas français ni anglais. Mais juste de prendre le temps de les mettre à l'aise, de montrer que tu es réellement intéressé. Je suis quelqu'un qui croit vraiment en la lenteur du temps, prendre le temps de faire les choses, prendre le temps de monter la confiance. Puis ça m'a vraiment pris quelques années avant que je découvre que ce sentiment que les gens disent qu'ils sont avec moi dans les photos, c'est vraiment le résultat de moi qui prend plus mon temps, qui gagne la confiance des personnes. Et je trouve que c'est le plus beau compliment parce qu'il y a quelque chose d'humain là-dedans, puis quelque chose d'intime, puis de... Ouais. Tu le fais très bien. Merci. On va parler de ton livre « Travailleur » plus tard dans le podcast, mais là, je veux qu'on parle un petit peu de ton parcours, d'où c'est parti, tout ça, etc. Puis, grosso modo, tu es un photographe documentaire, qu'on pourrait dire. Tu fais de la photo aussi de certains artistes, comme Zach Zoya, par exemple. Très grand fan de Zach Zoya ici. Je pense qu'au niveau rap anglophone, Québec, même canadien, je pense que c'est un des tops en ce moment, ce qui se fait. C'est tellement bon. Puis j'ai vu toutes les photos que tu as prises de lui. On dirait que tu le suis à travers toute sa carrière, autant en studio que dans ses vidéoclips. Fait que super beau aussi. Tu as fait beaucoup de photos aussi dans des pays où il y a des problèmes, comme par exemple, je pense que j'ai vu au Liban. Tu as fait de la photographie là-bas pour des femmes qui militent pour leur liberté, à travers Urbania. Tu as fait une tonne de trucs. Parle-moi un peu du début. J'ai lu, je sais un peu d'où c'est parti, mais raconte pareil pour les gens qui ne savent pas. D'où ça part l'envie de faire de la photo? Je dirais que ça commence... comme on dirait qu'il y a plusieurs manières que je pourrais dire. Je pourrais dire que ça a commencé à 13 ans en faisant un certain genre de photos, mais je pense que la manière que je préfère dire, qui est vraiment l'essence des débuts de ma photo, c'est... en fait, j'étais pas artistique du tout avant. Okay. Je me suis retrouvé devant le Colisée à Rome pendant un Eurotrip solo de 2 mois. Puis je suis arrivé devant le Colisée, puis je suis comme, waouh, je suis pas capable d'apprécier le moment présent, c'est quoi qui se passe? Comme, tu sais, on parle du Colisée, on parle de toutes ces merveilles-là. Puis je suis devant, puis j'arrive pas à apprécier le moment présent, j'arrive pas comme à l'apprécier, à ressentir. J'ai comme, il y a un problème. Donc j'ai littéralement googlé, en revenant à Montréal, comment apprécier le moment présent. OK. Ça disait, porte attention à tes sens. Puis là, j'ai commencé à porter attention plus à mon sens des yeux. Et j'ai commencé juste à porter plus attention à la lumière, parce que je portais plus attention à comme les couchers de soleil, à la lumière qui rentre dans la fenêtre de chez mes parents, la lumière dans les clubs, sur les dance floors, comme les néons plafonds. Wow. Puis à force de regarder la lumière juste plus souvent, j'ai commencé à la prendre en photo avec mon téléphone.
Puis là, j'ai fait des photos avec mon téléphone constamment. Comme au début d'Instagram, quand c'était des photos carrées, quand il y avait des filtres comme très chargés, les photos, tu sais, c'était très critiqué. Genre, avant les vidéos, quand les gens mettaient des photos, la photo de bouffe ou de shop qu'on appelait ceux qui utilisent Instagram des hipsters. Donc, je faisais juste mettre des photos constamment, juste pour le fun, parce que je trouvais ça beau. Je voulais comme le sauvegarder d'une manière un peu éternelle. Puis... T'avais quel âge à l'époque? C'était au cégep, donc 18. Puis tu prenais des photos juste de la lumière? Ouais, ben comme la lumière mais qui rentre à travers quelque chose ou... Ouais, comme chaque coucher de soleil, à chaque fois que je revenais chez mes parents qui vivaient proche des champs. Vraiment, chaque occasion, je pourrais prendre une photo avec mon téléphone, je le prenais. Puis ça m'incitait aussi beaucoup à prendre des marches à Montréal avec d'autres Instagrammeurs comme Back in the Days, comme Montréalisme, Jeanne Map. J'ai rencontré toute la communauté des premiers Instagrammeurs qui vraiment prenaient des photos correctes avec leur téléphone. Puis ça a beaucoup changé depuis, mais à force d'en publier autant, c'est de la pratique. Puis tu réalises pas trop que tu fais de la photo. Oui, je le savais parce que, évidemment. Puis là, j'ai un peu développé mon style. Puis là, en 2015, Instagram, la structure était différente, mais Instagram m'ont mis sur leur liste d'utilisateurs suggérés. Donc, en gros, quand tu crées un compte Instagram, tu avais comme une liste des 5 meilleurs comptes du moment. Wow! Ouais. Puis ils m'ont mis là-dessus pendant 2 semaines ou 1 semaine. Puis là, ça allait juste blow up de là. Puis je me suis acheté une caméra, puis là, j'ai commencé à photographier des humains de plus en plus. Puis là, ça s'est vraiment tourné vers les humains. C'est ça. Avant. Parce que ton livre, Travailleur, est beaucoup fixé sur l'humain, sur le travail des gens, ce qu'ils font comme emploi à travers le monde. D'où vient le switch entre lumière et humain? Je dirais, c'est beau de faire des photos des bâtiments, puis j'adore ça, j'en fais encore. J'ai fait comme 3 heures de photos d'environnement extérieur ce matin. Mais on dirait qu'il manque quelque chose, tu sais. Puis quand il manque comme de la vie, littéralement, à des photos de bâtiments ou d'environnement ou d'objets. Puis les humains, tu sais, sont incroyables. Ils ont tellement d'histoires, il y a tellement de culture. On dirait que les sujets sont infinis. Donc, une fois que tu ouvres la porte du monde humain, c'est comme wow, tu sais. C'est gigantesque, c'est intimidant. Puis c'est dur capturer des humains, c'est l'âme humaine. Capturer comme les yeux, le regard, rendre les gens à l'aise. L'aspect journalistique d'écouter leurs histoires, de poser des questions intelligentes, etc. Donc, c'est vraiment réaliser que, comme, wow, une photo est tellement plus riche quand il y a une humain dedans. Ouais. Mais t'es quelqu'un d'introverti, comme tu as dit? Ouais. Au début, ouais. Au début? Ouais. Mais, tu sais, moi, mettons... Tantôt, je te parlais de mon coloc Miroslav, mon ancien coloc. Mais quand on va en voyage ensemble, lui, justement, c'est le gars qui ralentit parce que il prend des photos partout puis il arrête pas, tu sais. Puis il arrête tout le temps plein de gens, comme tu fais un peu. Puis... Mais Mirko, il est hyper extroverti. Lui, il va parler avec n'importe qui sans problème. Fait que je me dis juste comment tu fais pour être introverti puis quand même aborder des gens dans des langues que tu connais pas, dans la rue, sans que ça paraisse mal. Parce qu'il y a quand même l'effet de, tu as fait 19 pays, tu as vu une panoplie de gens de différentes nationalités, puis veux pas, quand on est quelqu'un d'ailleurs qui vient prendre des photos de quelqu'un, j'ai senti à quelques reprises avec Mirko que des fois, les gens le prennent mal. Comme s'ils étaient pas des bêtes de foire, quand je veux dire, comme si c'était un paysage, mais comme c'est des humains. Fait que quand tu fais pour approcher ces gens-là, puis quand même les prendre en photo, malgré le fait que tu es quelqu'un qui est pas tant extraverti? Je dirais que c'est... mon côté introverti a vraiment commencé plus jeune. J'étais vraiment bien... En fait, j'avais pas beaucoup d'amis, comme des amis proches au secondaire puis au primaire. J'en avais, mais pas une panoplie. J'aimais passer mon temps seul à jouer à des jeux vidéo. Donc, c'est vraiment ce côté d'être dans sa chambre seul, faire ses trucs, etc. Puis là, pendant le Eurotrip que j'ai découvert que j'étais prêt d'apprécier le moment présent, j'ai réalisé aussi la force des connexions humaines. Juste, vu que je voyageais seul pendant 2 mois, le peu de moments, j'ai quand même beaucoup de moments à rencontrer des humains où ma famille est belge originalement, donc juste des cousins ou les amis de mes cousins. Je suis comme, waouh, chaque fois que j'ai une conversation avec une humain, c'est incroyable. C'est tellement comme profond, ça m'amène des sentiments que je peux pas avoir en étant seul. Donc, depuis ce moment-là, ça s'est vraiment comme tourné un peu plus vers, OK, wow, les humains sont incroyables. Wow, OK, je vais commencer à développer des relations amicales qui sont beaucoup plus en profondeur, qui sont beaucoup plus riches. Parce que c'est ça, vivre, tu sais, c'est ça comme le bonheur, c'est ça, échanger, le dialogue, la camaraderie, l'humour, la philosophie, tu sais, c'est tout ça ensemble. Mais je dirais, c'est surtout, quand je suis sur le terrain, c'est juste mon cerveau switch. Mettons, ce confinement-ci, je suis capable d'être seul chez nous
tous les soirs, sans problème. Je vais tout le temps avoir mille et une affaires mille et une choses à faire, films à regarder, photos à m'inspirer, etc. Je suis vraiment bien. Mais en même temps, quand je me switch puis je me vais dans la rue, c'est comme je deviens une autre personne que j'appartiens à la rue. C'est vraiment bizarre à dire, mais j'appartiens à la rue, comme j'embarque dans la rue. C'est beau. Puis mon ego il est le plus petit possible. Chose qui fait en sorte que je veux juste écouter l'histoire des autres puis juste rencontrer les gens. Puis je pense, pour répondre à ta question directement, c'est vraiment le faire d'une place sincère, tu sais, d'approcher les gens. Ouais. Pas prendre une photo pour le montrer à sa communauté Instagram, mais prendre une photo parce que tu es réellement fasciné par ces personnes-là, esthétiquement, peut-être leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont à dire. Donc, je pense que quand ça vient d'une place sincère, je pense que quand tu y vas lentement, quand tu bâtis la confiance, les gens le sentent, puis ils ne sentent pas comme des bêtes de foire. Puis c'est ça qui fait la différence au lieu de continuellement. Ouais. Je pense que c'est un peu à ce que tantôt je te disais par rapport au fait que je le sens à travers tes photos, que c'est sincère, tu sais. Je le sens que quand tu as pris la photo, tu as regardé l'individu, tu lui as parlé, je le sens que ça a pris du temps, je sens qu'il y a un beau moment, puis à travers le visage de la personne, la façon qu'il il y a quelque chose qui est juste sincère et vrai. Puis je pense que ça fait du sens ce que tu nous dis. Je pense que moi, vu que je suis gêné, j'aurais du mal à y aller. Puis je pense que là, les gens le sentiraient, fait qu'il y aurait comme un genre de malaise. Mais toi, c'est vrai que la première fois que je t'ai vu, quand tu es venu me porter le livre chez moi, tout de suite, j'ai vu que tu étais quelqu'un, puis on se connaît pas, mais tu sais, quelqu'un qui est gentil. T'as l'air quelqu'un qui est vraiment une bonne personne. Je pense que les gens vont le ressentir à travers les photos aussi. Si on parle de ton parcours académique, as-tu quelque chose? As-tu suivi des cours en photo ou t'as appris dans la rue? J'ai commencé le cégep, puis j'ai coulé 4 de mes 7 premiers cours. OK. Une bonne moyenne de début? Ouais. J'ai reçu une lettre d'envoi potentiel à la prochaine étape si j'avais pas des bonnes notes. OK. Puis ça, je suis comme, OK, je pense que ça prouve un peu, pour différentes raisons, mais ça prouve un peu que je suis pas à la bonne place. L'administration, c'est pas mon truc. Je suis allé en arts et lettres parce que mon frère avait fait le deck en arts et lettres auparavant. Puis j'ai vraiment trippé comme juste la panoplie des cours, de voir le design, de voir la publicité, de voir les courants des émissions télévisuelles, courants cinématographiques. Donc, toucher tout ça, je suis comme, wow, le monde des arts, c'est vraiment incroyable. La culture, tu sais, c'est tellement vaste, tu peux tellement toucher à différentes choses. Un cours de 50 heures de bande dessinée, c'est incroyable, tu sais, l'histoire de l'art, etc. Puis le projet, j'ai eu un cours d'histoire de la photo, c'était trippant. Puis le projet de fin de deck, c'était un projet libre. Tu faisais ce que tu voulais, peu importe le médium. Donc moi, j'ai fait un projet de photo que justement, je voulais montrer, dans ma nouvelle quête de montrer les petites choses du quotidien qu'on prend pour acquis. Je me suis dit, je vais faire un projet qui s'appelle Débanaliser l'acquis. Donc je prenais des photos de choses vraiment banales que j'essayais de mettre les plus belles d'une manière la plus belle possible. Puis montrer aux gens, waouh, ce foin est vraiment beau. On oublie à quel point il y a des choses qui sont essentielles ou OK. Exact. Donc, j'ai gagné comme plusieurs prix à mon cégep avec ce projet-là. Puis là, je suis comme, OK, il y a peut-être quelque chose avec ma professeure Geneviève Blais qui m'a beaucoup poussé dans le cul. On salue Geneviève. On salue Geneviève. Puis après, j'ai juste fait ça sur le site. J'ai commencé à faire de plus en plus des portraits tout en allant à l'université en médias numériques. Okay. Donc, c'est un peu comme... J'étais la première année du bac. C'est un bac qui étudie l'impact d'Internet sur la société. C'est très sociologique. C'est zéro pratique. Mais c'est vraiment comme comment Internet impacte la démocratie, la psychologie, l'économie, la culture, la communication. C'était vraiment fascinant parce qu'on ne se rend pas compte, mais Internet change tout de la civilisation. Comme ça change tout, tu sais. C'est incroyable. C'est un peu comme l'électricité a changé drastiquement. Internet a changé drastiquement, maudit, tu sais. Je sais pas si c'est pire. Pas pire dans le sens négatif, mais tu sais, l'électricité a quand même beaucoup bien fait. L'Internet aussi, mais des fois, on oublie à quel point ça amène un shitload de problèmes aussi. Mais tu vois, avec tous les cours, je suis devenu très, très critique d'Internet. Parce que, justement, j'avais des cours théoriques sur l'impact d'Internet sur nous autres. Puis j'ai toujours été très discipliné par rapport à Internet. Pendant longtemps, je restais sur Airplane Mode jusqu'à 1h PM. Parce que je suis comme, OK, fuck les distractions, je veux pas être distrait. Puis à un moment donné, c'était comme Airplane Mode jusqu'à 1h. Mais là, de 1h à 4h, pas d'Internet. Juste comme texto pour mes amis importants. Puis de 4 à 5, je vois Internet. Puis à 5, je ferme Internet. Puis là, on recommence, tu sais. Wow. Donc c'est un peu trop. Mais donc j'ai toujours été critique. Là, tu fais quoi, mettons? T'as-tu une routine de... Là, c'est comme, je me lève, je médite le matin. Nice. Puis après, j'ouvre Internet après mon café. D'où je fais la même affaire. C'est comme ça fait tellement du bien. Je crois, comme si souvent les gens comprenaient. Je sais. De checker ton ciel dans ton lit, c'est pas bon.
Ah non, mais ça, moi, c'est jamais, man. Moi, Impossible. mon sel est sur le côté. Ouais. Puis le soir, jamais ils vont me voir dans mon lit comme ça. Ouais. Tu sais, je pars avec des amis en voyage, puis des fois, on est dans une chambre d'hôtel ou peu importe. Puis je les vois, il fait noir dans la salle. Ouais. Puis tout ce que je vois, c'est eux de même. Ouais. Avec une petite lumière, puis je suis comme, premièrement, une lumière bleue, dégueulasse. Ouais. De un. De deux, hyper activité du cerveau, avoir plein d'affaires constamment, les Ouais. messages, hey, ça va tellement vite, les TikTok, ces shit-là, ça passe tellement rapide. TikTok, Hey ouais. man, TikTok, c'est l'affaire la plus rapide que j'ai vue de ma vie. Dude, c'est là à quel point c'est pas bon. À la limite, peut-être le matin pour te réveiller, mettons, à la limite, mais outre ça, gros cortisol dans le tapis, t'es là. Non. Moi, c'est pas de. Même dans mon lit avec mon ex, c'est pas une place de téléphone. Là, Ouais. que je te vois ouvrir ton téléphone. Ouais. À part si on planifie un voyage, mettons, là, Ouais. puis que là, tu vas me montrer la place où tu vas aller. Outre ça, il n'y a pas de téléphone dans le lit, ni le matin, ni. Je me sens tellement puissant quand je fais en plus mon sel, tu sais. Avoue que c'est hot. Je suis comme, yo, personne va me rejoindre. Je suis le king de mon monde. Personne va m'avoir. C'est con. En même temps, ça, je pense que trouver le balance, c'est bien. Parce qu'il y a tant de belles choses. Mettons, je n'aurais pas connu sur Internet. On s'entend. Ouais. Tu sais, Instagram, c'est tellement magique pour découvrir des artistes. Ouais. Autant en photo qu'en vidéo, même qu'en danse, peu importe. Faut juste voir le bon côté des choses, mais les. Puis faut voir ça comme un outil, tu sais. Exact. Une fonction que j'adore sur les téléphones, c'est mettre ton téléphone en noir et blanc. Mhm. Puis ça, c'est fou parce que t'es plus distrait par les couleurs, par les notifications rouges, mais aussi, tu vois vraiment ça comme un outil. OK, là, je m'en vais voir mon email parce que je dois aller voir mon courriel. Puis après, je vais aller voir ci. Donc, tout est plus calculé. Donc, c'est vraiment un outil. Mais j'irais vraiment... Autant toutes mes critiques, je pense qu'ils sont valides, puis j'ai des arguments pour mes critiques. Mais là, quand tu vas voir une révolution comme au Moyen-Orient, comme au Liban, puis que tu vois que la révolution est basée sur les médias sociaux, Exact. t'es comme, wow, OK, ça vient de tout défaire mes arguments parce qu'un peuple se soulève par des moyens démocratiques que sont les médias sociaux contre une vie qui est injuste envers eux autres. Et c'est comme ça qu'ils se battent et c'est comme ça qu'ils essaient de renverser un gouvernement. Donc, je suis comme, wow. Comment tu as fait pour. Puis là, on change le côté académique vers ça, là, mais quand tu as fait pour aller. Ou du moins, comment tu as décidé d'aller au Liban prendre des photos justement de ces femmes-là? J'ai des amies libanaises qui m'avaient incité d'aller au Liban en premier, comme en 2016. OK. J'ai fait un gros voyage au travers du Moyen-Orient, 2016-2017. J'ai traversé pendant 10 mois le Moyen-Orient, du Liban jusqu'au Sri Lanka, En solo? en solo. OK. Juste à dormir sur des sofas d'inconnus. OK, couchsurfing. Ouais, exact. Puis là, ils m'ont convaincu d'aller au Liban. Je suis resté 2 mois la première fois que je suis allé. Juste prendre des photos, chiller, découvrir le Moyen-Orient. Puis là, évidemment, comme maintenant, moi, je veux couvrir du conflit. Je trouve que c'est le climax du pouvoir de la photo quand tu fais des belles photos de l'art combinées avec une cause sociale ou humanitaire, puis rendre le monde une meilleure place. Donc, je me suis dit, OK, je vais commencer à couvrir des conflits dans des endroits que j'ai déjà été parce que j'ai déjà des contacts, j'ai déjà tâté le terrain, je sais comment me déplacer, etc. Donc, j'ai vu sur Instagram des stories de la révolution qui se passait, comme ça venait d'éclater il n'y a même pas une semaine. Puis je voyais que c'est une révolution vraiment différente des autres. Tu sais, on a beaucoup d'images de révolution comme avec du feu, avec des cocktails Molotov, mais là, je voyais comme des câlins entre des enfants puis des soldats. Je voyais comme des roses qui se faisaient donner. Je voyais des personnes qui dansaient. On dirait un festival, mais c'était une révolution pacifique du Moyen-Orient. Puis je me suis dit, wow, c'est incroyable. Donc, je vais y aller. Donc, je me suis acheté un billet. J'étais en Bixi, j'ai décidé. J'ai appelé mes parents, je m'en vais au Liban. Puis là, 3 jours après, je pense que je partais. Puis je suis parti. Ouais. Mais là, tu as beaucoup voyagé. Puis, niveau financier, d'où vient l'argent des bars. Dans le sens que... J'ai commencé busboy, puis après serveur de bouteilles dans un club. Impossible. Ouais, puis après bartender pendant 5 ans. Dans quel club? L'appartement 200 sur Saint-Laurent. Fait que toi, t'arrives avec les bouteilles, là. Ouais. Avec les petits... Mais ça, tu sais, normalement, c'est des filles. Ben, c'est ça que j'allais dire, en général. Ouais. Mais toi qui étais là. Mais l'appart 200, tu sais, c'est très homey, c'est très comme house party, c'est très hospitalité, c'est très comme, viens, on est des amis, puis on va sortir, c'est incroyable. Le but, c'était en fait de remplir la moitié de la place chaque soir avec nos amis par des guest lists, puis l'autre moitié des personnes autres qui n'étaient pas nos amis. Puis j'ai gravi les échelons, puis je suis devenu serveur de bouteilles. Puis ça, tu sais, l'argent que tu fais là-dedans, c'est ridicule. Donc, puis en plus, on était une famille, on s'aimait tellement, tout le staff, les gérants étaient super cool, ils croyaient en mes projets. Je suis hyper reconnaissant pour tous mes gérants qui ont passé au travers de ça, comme back-to-back, sont comme, vas-y man, va t'amuser, puis tu vas avoir un spot ici quand tu reviens, parce qu'ils croyaient en mes projets. Puis, donc, je partais, puis je revenais constamment. J'étais vraiment, vraiment chanceux de pouvoir revenir à la même place.
C'est ça, ça faisait beaucoup d'argent vraiment vite. Puis avec la photo aussi sur le site, continuellement. Donc, ouais. Mais mettons, Urbania a fait un article là-dessus. Ouais. Ben, ou du moins, je pense que tu as écrit l'article. Ouais. OK. T'approches Urbania Ouais. avec ton idée? En fait, je suis parti au Moyen-Orient, au Liban. Puis c'est drôle, ça. Mon ex m'avait écrit sur Instagram. Puis comme, je pense que tu aurais pitché ton idée à Urbania. OK. Puis là, je l'ai faite. Puis ça a marché. Puis ça a un peu ouvert la porte. Puis maintenant, j'ai une super bonne relation avec Urbania. Puis j'adore faire des trucs avec les autres. Je trouve que c'est comme un média qui est très funky, tu sais, qui est comme sérieux, mais jamais sérieux en même temps. Mais des vraies choses, mais comme de manière fun. Ouais. Puis je trouve que c'est rafraîchissant. Puis j'adore juste d'avoir, pas carte blanche, mais presque carte blanche, de parler de trucs tellement diversifiés. Ah, ça, c'est très large comme éventail de sujets. Puis c'est vrai que c'est pas très corp. C'est pas trop corpo, c'est plus... C'est ludique. Ouais, exact. Ouais. Fait que ça, c'est sérieux, c'est pas drôle, mais il y a quand même un vibe qui plane, qui est le fun à lire. Ouais. Des fois, t'as pas le goût de lire un article, Révolution au Liban, Ben, c'est ça. RDI, là, t'es comme oui, mais tandis que là, c'est comme plus gentle. Ça, c'est de rendre ces sujets qui sont un peu lourds, qui sont lointains, qu'on n'a pas nécessairement un intérêt. T'sais, on est quand même très renfermés sur nous autres côté couverture médiatique, les Québécois. Donc, juste de rendre ça intéressant, tu sais. Notamment avec des humains. Puis, si on revient au côté parcours académique, etc., en photo en tant que tel, d'où tu apprends comment être meilleur en photo? Juste, vu que je faisais des photos avec mon téléphone, juste d'en faire autant, continuellement, tu sais, ça te pratique tellement. Tu sais, tous les jours, t'as un appareil photo dans tes poches. Donc, juste continuellement faire ça. Puis là, pendant que je faisais mon bac en médias numériques, je me suis dit, OK, comme à la moitié, j'ai décidé que je me lançais en photo après. Mais ça m'a laissé comme un 3 ans, tu sais, t'es à l'université, t'as quand même du lousse, t'as du temps sur le côté, j'étais quand même bon à l'école, donc pour moi, c'était facile. Puis là, j'étais supposé de faire un échange universitaire à la dernière session. Moi, je voulais des places exotiques, là, le plus exotique que tu veux, c'est un pays musulman, donc c'était soit la Turquie ou la Corée du Sud ou le Japon. Les 3 m'ont été refusés parce que c'était comme trop un bac qui était neuf. Donc, il n'y avait pas d'équivalent à l'international, sauf comme en Angleterre, Australie, puis Californie, j'étais pas down pour des places comme ça. Puis quand on m'a refusé, j'ai appelé ma mère en pleurant. Je suis comme, je sais pas quoi faire. Puis là, à ce moment-là, j'ai décidé, OK, check, je vais prendre cet argent-là, cette énergie-là, puis ce temps-là pour faire comme une maîtrise en vraie vie de moi sur le terrain, aller découvrir comme le Moyen-Orient, puis aller devenir meilleur en photo, puis mettre tout mon argent que j'ai présentement dans c'est supposé être un an, donc je suis parti justement un 10 mois de traverser le Moyen-Orient complet, puis après je suis revenu 2 mois, puis après je suis reparti un autre 2 mois au Mexique. Donc, je dirais que ça a été extrêmement formateur. Moi, j'ai appelé ça la conquête, comme ce 10 mois au Moyen-Orient. Puis beaucoup des photos dans le livre viennent justement de cette période-là. OK, wow! Ouais. Mais ça, je vais te demander, est-ce on parle tantôt, là, mais j'ai plein de questions par rapport au livre. Puis, par rapport, mettons, à ce que tu as amélioré avec le temps, y a-tu des choses au niveau de l'apprentissage photographique que tu n'étais pas super doué, que tu as fallu que tu bûches plus que d'autres? La lumière, tu as l'air de bien saisir. Y a-tu d'autres aspects de la photographie qui étaient durs pour toi? Je pense que tu peaufines ton style plus que tu en fais, tu sais. Moi, j'ai vraiment découvert justement quand j'ai découvert que l'aspect intime de mes photos, là, j'ai compris pourquoi les gens sentent qu'ils sont avec moi dans les photos, comment je peux faire ça encore plus, comment je vois avec la lumière naturelle, parce que j'aime pas trop. En fait, j'utilise pas de flash, sauf avec Zach Zoya. Puis, donc, juste peaufiner ton style, ton approche, voir quel genre de photo que t'es fort, tes faiblesses. Donc, il n'y a pas comme une chose qui s'est plus améliorée que les autres, c'est comme tout a un peu monté en même temps. Puis là, je suis vraiment content de où je suis rendu aujourd'hui. Mais ton genre de 10 mois, ça a été comme un énorme stage dans le fond, man. Puis tu sais, je connaissais pas le Moyen-Orient du tout. J'avais un mentor un ancien gérant de la part 200 qui m'avait dit ouais, fait que tu connais-tu la région? Non. OK, ben va pas là, va pas en Afghanistan, va pas en Irak, puis va pas au Yémen. Sinon, vas-y. Tu sais? Ah ouais, wow. Donc, je savais rien de la région, tu sais, je connaissais pas les dynamiques sociopolitiques, je connaissais pas l'économie, les peuples qui sont là-bas. Donc, c'était vraiment formateur sur le terrain, juste comprendre la géographie, comprendre les gens, les langues, l'histoire, les dynamiques de pouvoir, les réfugiés. Tu sais, deuxième journée au Moyen-Orient, je suis arrivé au Liban, puis j'ai rencontré une femme dans l'auberge de jeunesse. Je pense le seul soir que j'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Puis là, et comme je m'en vais dans un camp de réfugiés, demain tu veux venir? Je suis comme, oui. Tu sais, donc ça l'embarque direct, tu t'en vas sur la frontière avec la Syrie. Puis là, t'es dans un camp de l'ONU. Puis ça commence direct. Puis c'est ça, c'est extrêmement formateur. Puis, tu sais, maintenant, tous mes contacts, j'ai comme
une note dans mon téléphone de tous mes contacts de tous ces pays-là. C'est insane. C'est tellement... Justement, je suis choyé d'avoir connu toutes ces personnes-là, chez qui je suis resté. Puis là, c'est des personnes que je vais retourner voir pour le restant de ma vie. Pas tout le monde, évidemment, là, mais juste des points d'ancrage un peu partout au Moyen-Orient. C'est le voyage, même, en ce moment, là. Ouais. Tu dois rusher ta Surprenamment, vie, toi, non, là? même pas. Ah non? Comme tout le monde pense ça, puis je comprends les gens qui... j'ai l'impression que tout le monde a envie de partir, mais moi, j'ai quand même été chanceux de partir, comme couvrir l'explosion au Liban quand c'est arrivé. Donc, on dirait que je sais pas si j'ai eu ma dose, mais en même temps, j'aime tellement Montréal. Là. Comme Montréal me fait tellement vibrer. Wow. Puis j'ai tellement... T'es né où? Dans l'Ouest Island, OK. dans l'Or des Ormeaux. OK. Puis j'ai tellement d'êtres humains que j'adore du profond de mon cœur à Montréal, qui me font sentir en vie, que j'adore être avec eux tous les soirs de chaque semaine. Puis présentement, je travaille sur des projets à Montréal aussi. Ça en fait beaucoup. OK. De travailler sur des projets ici. Donc, tout ça ensemble, j'ai vraiment pas le goût de partir. Ah, t'es peut-être parti tellement longtemps Ben, c'est ça aussi. que t'as besoin de te recentrer ici puis t'ancrer ici avant de repartir. Exact. Je pense que t'es un gars comme moi qui voyage 3 fois par année, mettons 4. Je pars à coup de 2 semaines, tu sais. Je pense que le plus long que je suis parti, c'est genre 12 jours. Là. Puis est-ce C'était que comme ton désir pour le voyage, comme en termes de graphique, est-ce que ça continue? Est-ce que c'est stable? Est-ce que non, c'est ça comme... monte plus que jamais. Ah ouais? Ah ouais. Ah, moi, c'est constamment... Ah ouais. Moi, je veux découvrir, partir tout le temps. Comme, tu sais, des fois, je me dis, tu sais, j'adore mon travail. Je suis vraiment choyé d'avoir des clients qui sont magiques. Mais souvent, je me dis, je travaille pour voyager, tu sais. C'est comme ma plus grande dépense, ça va être ça. Ouais. Comme, je suis pas quelqu'un qui dépense de l'argent dans rien, vraiment en général, à part ce qui est, mettons, pour le travail, tu sais. Fait que des vêtements de travail, etc. Ou ce qui a rapport avec la musique aussi, je suis comme un fan de musique, fait que tout ce qui est écouteur de qualité, etc. Mais tu sais, reste que je dépense pas dans des vêtements inutiles, dans des chars. Tu sais, je rentre dans une vieille Versa 2009, là. Elle est dégueu, m'en fous. Parce que je garde mon cash pour voyager. Tu sais, puis je travaille vraiment beaucoup, peut-être un genre de 45, 50, 55 par semaine. Le moins à cause de la pandémie, mais en général, pour pouvoir partir en voyage. C'est pas la meilleure des façons de faire au monde parce que je suis brûlé à l'année puis que quand j'arrive les vacances, je suis comme yeah, mais je me brûle parce que quand je voyage, c'est pas genre Cancun, là. C'est genre mettons je suis en sac à dos, backpack, fait que c'est quand même brûlant de partir mettons 8 jours faire le tour du Maroc. C'est brûlant physiquement, fait que quand j'arrive, je suis encore brûlé, mais je recommence à travailler 40 heures, fait que c'est peut-être pas l'idéal, là, mais reste que mon avis de voyage est constamment à la montée. Est-ce que tu penses que si tu faisais un long voyage comme un 8 mois, 10 mois, 1 an, tu penses que ta relation changerait? Ouais, je pense que ouais. Je pense que maintenant, tu as le goût d'être chez toi. Ouais. Je pense que quand tu arrives à un niveau en voyage que tu dis genre d'être chez nous, c'est assez. Puis c'est aussi une dynamique. Ben, tu sais, toi, c'est pour vraiment comme le loisir, mais moi, c'est rendu que voyager, c'est pour le travail, tu sais. C'est ça. Puis j'adore ça. Parce que tu mixes le loisir avec le purpose. Ouais. Puis c'est un peu comme les gens qui vont faire des voyages humanitaires, c'est trippant parce que justement, tu fais un voyage de loisir, mais en même temps d'aider. Tu sens comme envie, puis tu sens que tu redonnes. Donc pour moi, maintenant, quand je pars, c'est vraiment travailler, c'est calculer, c'est rechercher, c'est penser. C'est pour une finalité. Puis ça peut paraître plate comme ça d'un point de vue, mais moi, ça me fait tripper parce que chaque fois que je pars, je reviens à quelque chose, comme je grandis tellement. Tu sais, chaque fois que je vais au Liban couvrir la révolution, je suis comme wow! Mais tout ce que tu fais, c'est vraiment ça. Moi, c'est vraiment un loisir. Toi, tu contribues à propager l'information, à conscientiser les gens sur des situations. Tu sais, c'est grand ce que tu fais. Moi, je pars avec mon sac à dos en me disant, je vais traverser l'Amazonie. Ça amène absolument rien. C'est comme je veux dire. Mais ça l'amène, je pense, comme ça te donne des outils pour le bonheur. Comme les gens, souvent, ils vont dire, va voyager, tu vas revenir heureux. Je suis comme, non, va voyager, tu vas découvrir des outils que tu vas pouvoir amener pour être heureux. Mais je pense qu'il faut... Souvent, je pars en voyage parce que j'ai le goût d'être heureux en voyage. Mais le problème, c'est peut-être que je passe heureux ici, tu sais. Je pense que toi, le fait que tu adores Montréal, que tu es vraiment bien dans ta vie en ce moment, peut-être que ça fait que quand tu voyages, tu apprécies vraiment beaucoup. Moi, on dirait que je suis vraiment plus heureux en voyage. C'est peut-être ça qui est pas sain. C'est quoi qui te manque à Montréal? Je sais pas. Ben, il y a quelque chose dans mon... C'est peut-être pas Montréal en tant que tel, mais en fait, c'est la découverte de... Je pense que faut que je découvre des trucs. Le nouveau, ouais. Puis là, à cause de la pandémie, j'ai tellement découvert Montréal d'une autre façon. Je fais du vélo à côté avec des amis. Puis des fois, je fais genre de 60 km, 80 km à Montréal à travers des rues que j'ai jamais été. Tu sais, je prends jamais le même chemin parce que moi, je déteste avoir 2 fois la même rue. Là. Moi, c'est genre, c'est calculé. Là. On tourne à droite là, à gauche là, à droite là. Ou tu sais, j'y vais au feeling, mais je veux pas passer dans la même rue. Je veux pas avoir la même chose. Tu sais, fait que je passe à travers plein de rues. Puis je suis comme, Chris, Montréal, c'est vraiment beau. Mais je pense que le côté humain aussi, ça. Je suis plus social en voyage que Montréal. C'est ça, on a vraiment un switch, tu sais. Comme même moi, mettons, je vais être avec des amis ou je vais juste
me déplacer d'un point A au point B à Montréal sans faire de photos. Tu sais, je vais dans ma bulle, je vais écouter ma musique, je vais être en vélo, puis je vais juste gonner. Ouais. Mais une fois que je prends ma caméra, puis je le déclic. Comme mettons, exemple concret, ce matin, je faisais un projet que j'ai pas encore le droit de parler, mais à Montréal, puis c'est pas un projet humain. Okay. C'est juste moi qui photographie des choses. Puis, c'est clair. Des bâtiments. Des bâtiments. Puis justement, dans le vibe d'ouverture, de me mettre le plus petit possible, que je salue les gens que je croise dans la rue. Mais tu sais, comme tu ferais jamais ça juste en te déplaçant d'un point A au point B. Tu sais, il y avait un monsieur qui était dans les marches ce matin, à Verdun. Je suis comme, bon matin. Mais tu sais, je déclic. Donc, c'est le déclic, j'imagine, que tu as aussi que t'as en voyage. Parce que la question, c'est comment faire pour que je puisse avoir ce déclic-là ici sans me prendre de photos, parce que mes photos sont nulles à chier, moi. Le temps. Prendre le temps. T'as donné le temps. Si mettons, tu sais, je suis sûr que t'es pas comme un Wall Street guy financier avec un rythme de vie effréné, mais juste comme, mettons, marcher au lieu d'avoir un 30 minutes que tu donnes dans ton horaire pour te rendre du point A au point B, te donner 1 heure. Ah non, c'est vrai, t'as raison. Plus t'as de temps, plus t'es généreux. T'as raison. Moins t'es pressé, moins t'es stressé, plus t'es ouvert aux autres. Je pense que c'est pendant la deuxième vague, moi je devenais fou. Là, chez nous, je travaillais pas, les gyms étaient fermés. Là, moi, j'entraîne dehors, je suis chanceux, mais tu sais, là, il y avait rien. Là. J'étais mort en dedans. Puis je me suis dit, à chaque matin, je vais partir marcher. J'avais 3 marches par jour, là. Mon oncle. Là. Mais reste qu'à chaque matin, je prenais mon café, pas de téléphone, jusqu'à quasiment midi. C'était fou. Là. Je partais marcher. Puis à ces moments-là que je marchais pas loin de chez moi, là on dirait que j'observais tout. Je voyais la neige, je voyais les écureuils. Tellement un écureuil dans la vie, je m'en crisse. Ça passe, je suis comme rat poilu, tu comprends? Ça me serait... Mais là, à ce moment-là, quand je marchais avec la musique, on dirait que je remarquais tout. Puis tu sais, il y a quelque chose de... J'étais plus contemplatif, je pense. Mais le temps, je pense que t'as raison, c'est le temps, même. Je pense qu'il faut aussi avoir l'approche d'être touriste dans sa propre ville, tu sais. Ah, c'est ça. Comme, t'as rien vu de ta ville. Comme, à l'université, j'avais un ami qu'on avait déménagé à Montréal en même temps, Alessandro, puis on faisait 1 à 2... des fois 3 marches café par semaine. Donc, on faisait coffee shop à coffee shop, 1, 2 ou 3 coffee shop. Tu as vu, ça en voyage, on fait ça. Mais exact, c'est ça. En voyage, moi, je fais ça. Je me sors une map, puis je mets tous les coffee shops, puis moi, je pars pas tant que je les ai pas tous. Tu comprends? Tu sais, c'est comme cette manière de découvrir la ville qui est comme semi-gastronomique, semi-exercice physique, semi-tout tes sens. Ouais. Puis on s'est donné comme objectif de vraiment découvrir toutes les rues de Montréal. Donc, pendant 3 ans d'université, j'ai découvert comme pas mal toutes les rues de, mettons, Verdun jusqu'à la 40, mettons, puis à l'est, Papineau. T'as pas été dans la Schlag? On a été, mais je peux pas dire que je connais toutes les rues. Ah, mais il y a moins de choses à voir, je pense aussi. Mais c'est en train de changer, ça. Oh, absolument. Oh, oui. Mais juste cette mentalité de comme être touriste, tu sais, puis juste de découvrir, comme là, je suis en train de faire 2 projets sur vraiment toute l'île de l'ouest, complètement de Saint-Anne-de-Bellevue, complètement à Montréal-Est. Il y a des plages comme... Mais Saint-Anne-de-Bellevue, Big, c'est fucking beau. Ouais. Cet été, j'ai fait de la toiture, puis on a beaucoup de contrats là-bas. Ouais. Puis les gars prennent leur break dans leur pick-up. Ouais. Moi, je suis comme, bro, moi, je m'en vais. Ouais. Eux mangeaient du Tim Hortons. Moi, je suis comme, non, moi, j'allais chercher un petit café, là, je me prenais sur le bord de l'eau. C'est vraiment beau. J'avais des stories à mes potes. Je me dis, il faut venir ici en vélo, là, c'est super beau. Puis c'est à Montréal, pareil, là. C'est vraiment pas loin de centre-ville, ou tu sais. T'as raison, le temps. Ouais, c'est triste, mais c'est ça, tu sais. Carré. C'est pour ça que j'adore le Moyen-Orient, parce que on a vraiment la culture du café ici, tu sais, de go, go, go. Mais là-bas, c'est le thé, tu sais. Puis je trouve les 2 breuvages illustrent vraiment le rythme des sociétés. Tu sais, le thé, c'est plus smooth, c'est moins go, boom. T'as un gros rush d'énergie. Donc vraiment, comme nous, on va au rythme du café. Tao, tao, tao. Les autres vont au rythme du thé, tu sais. Ah, mais même le boire, c'est plus long. Ouais. Nous autres, on prend un expresso. C'est parti, Tao. mon chum. Ouais, let's go. OK. Si on parle de ton livre, Travailleur. Fait que 5 ans. Mais là, tantôt, tu disais qu'il y a des photos qui datent de ton premier voyage que tu as fait. Ouais. Ce qui veut dire que tu as eu l'idée de faire le livre après avoir pris des photos. Tu t'es pas dit, je vais faire un livre sur les travailleurs. Exact. C'est venu avec le temps. Ouais. Donc, qu'est-ce qui a fait le... La manière que ça a commencé, c'est je faisais juste me promener lentement dans les pays puis dans les villes. Puis naturellement, je prenais en photo des travailleurs dans la rue. J'étais juste naturellement intéressé par des hommes qui travaillaient dans la rue, qui étaient comme maganés, qui étaient sales, qui étaient courbés. Puis je faisais juste les photographier sans penser à trop de choses. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, wow, OK, attends, j'ai beaucoup de photos de travailleurs. Qu'est-ce qui arriverait si je les mettais toutes ensemble? Je les ai mis ensemble. Comme, wow, j'en ai parlé à 3 personnes
pendant ce voyage de 10 mois, des amis qui sont venus me rejoindre. Puis, c'est une sick idée. J'ai dit, ah ouais. Tu sais, pour moi, c'est juste comme des portraits de travailleurs. Puis, j'ai acheté le nom de domaine Study of Working Men. Parce que pour moi, mon projet s'appelait comme ça au début, The Study of Working Men. Comme une étude visuelle des hommes qui travaillent. Puis à un moment donné, j'ai appliqué pour les prix Luxe, qui sont les prix Infopresse des 100 meilleures images du Québec chaque année. OK. J'ai gagné 4 des 100 meilleures images du Québec avec 4 des portraits des travailleurs juste un peu après que je l'ai mis ensemble. OK. Puis ça m'a vraiment donné comme la motivation de continuer. Puis là, j'ai signé le contrat avec Cardinal pour aller finir toute la série. Quand tu dis le contrat Cardinal, ça veut dire que c'est eux qui... Comme on est intéressé par ce projet-là. Prends le temps qu'il faut pour le finir. Reviens-nous quand tu as fini, puis on fait un livre. Wow. Ouais. Ça veut dire que tu as décidé de partir après ça en voyage uniquement pour aller prendre des photos. Exact. Puis quand tu choisis la destination, 19 pays, c'est beaucoup de pays. Ou quand tu dis que je vais aller à telle place, mais pas à l'autre, quand tu as ta sélection de pays, il y a tellement de pays, man. C'est comme, même quand on part en voyage, on est comme, OK, où est-ce que je pars? C'est tellement dur, mais en plus d'avoir en tête que tu vas prendre des travailleurs, quand tu as fait ta sélection. Mais je me suis dit, les pays développés, il n'y a pas de travailleurs dans les rues tant que ça. Les travailleurs comme Magané que je recherche, c'est plus des pays sous-développés ou en voie de développement. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve des pays que leur économie n'est pas trop bonne. Il y a encore des jobs très mécaniques, pas trop de services, pas trop d'éducation. Puis je voyais qu'en Inde, je suis allé plusieurs fois en Inde, puis je prenais tellement de portraits quand j'étais en Inde. C'était tellement riche de travailleurs de tellement de sortes différentes parce que sont tellement l'état de leur économie, tout ça. Tout le monde doit trouver des emplois, donc ils doivent se démerder, donc être débrouillards par rapport à des emplois. J'avais du fun à photographier l'Inde, donc je me suis dit, OK, je vais retourner en Inde, puis après, qu'est-ce que je peux faire qui est similaire à l'Inde? Je vais aller au Bangladesh à côté, quand ils étaient comme ensemble avant les années 50. Ils étaient comme un État. Puis donc ça, puis après la Chine, je suis comme, OK, mais l'Inde et la Chine, c'est les deux plus gros pays au monde. Comme l'un est après l'autre, dans le sens dans le développement économique. Qu'est-ce qui se passe avec la Chine présentement? Y a-t-il encore des travailleurs dans la rue? Donc je suis allé faire ça. Puis là, je me suis dit, Corée du Nord, pourquoi pas? Donc je suis allé en Corée du Nord, voir ce qui se passe là-bas. Mais c'est pas dur de rentrer en Corée du Nord, justement? Il n'y a pas comme un... Mais il faut que tu passes par des agences de tourisme spécialisées à haut risque. Donc, à haut risque? Ouais, comme ils spécialisent dans des pays à haut risque, comme je vois. Irak puis Corée du Nord. Puis ils arrangent tout pour toi. C'est vraiment simple. C'est cave à quel point c'est simple. Tu fais juste l'envoyer. Comme moi, j'étais littéralement pogné sur une... Il y avait une salmonelle au Bangladesh. J'étais dans mon lit pendant une semaine. J'avais perdu tellement de poids, je mangeais pas. Il n'y avait pas de faim dans mon... Pire condition ever, pire hôtel ever. Je suis comme, je vais aller en Corée du Nord, tu sais. Donc pendant que j'étais malade, j'ai écrit une couple d'emails, puis comme moi, envoie-nous ta photo de passeport, copie de passeport, un transfert, puis on t'arrange ça. Fait que c'est pas si dur finalement à rentrer. C'est juste qu'eux, on les plug avec le gouvernement pour... OK, c'est ça. Mais as-tu le droit de prendre des photos de ce que tu veux? Quand t'as senti un... Ouais, j'ai dû signer un contrat pour dire que j'étais pas journaliste. Chose qui est nébuleux un peu. Bah, c'est ça. Ouais. Puis tu dois... ils disent qu'il faut vraiment que tu fasses attention là, quand tu es là-bas. Donc, il y a tellement de choses que... Techniquement, tu n'as pas le droit de prendre en photo grand-chose. Donc, pas le droit de prendre en photo les bâtiments gouvernementaux, mais tu sais, tous les bâtiments appartiennent au gouvernement parce que c'est communiste. Pas le droit comme des vaches. Je me suis fait avertir pour prendre des photos de vaches parce que c'est sale, mettons. Pas le droit de prendre de photos de... Attends, excuse-moi. Ouais. Les vaches sont sales? Non, juste... parce qu'ils veulent tellement montrer une belle image du pays. Parce qu'on ne prend pas en photo les vaches. OK, wow! Ouais, pas le droit de prendre en photo les gens de proche, même les gens un peu de loin. Pas le droit en fait, t'as pas le droit évidemment pas l'armée. Ouais. Donc, la plupart des choses, t'as pas le droit, mais t'essaies d'en prendre jusqu'à temps qu'ils t'avertissent. Puis... C'est arrivé ou non? Ouais. Ils m'ont averti. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est un peu comme une révolte à l'intérieur. Je suis comme, non, fuck you, tu sais. Comme, lâche-moi. Tu sais, j'essaie pas de montrer ton... Tu sais, aussi la photo, c'était un homme dans un métro. J'ai publié la photo, finalement, mais je suis comme... Ça fait chier, tu sais. Ouais. En même temps, ils essaient de contrôler leur image. Mais toutes les photos que j'ai publiées après, tu dois les faire approuver par l'agence... de tourisme. Ouais. Puis eux, ils ont approuvé toutes les photos? Ils ont accepté toutes les photos. Ce qu'ils veulent voir, c'est comme, mettons, tu vas prendre des photos des leaders, des portraits des leaders, comme coupés à la moitié, il faut que ça soit plein. T'as des règles bizarres, là. Je sais que c'est bizarre, mais dans la tête, je me dis, OK. C'est comme, la Corée du Nord, c'est tellement un pays que je trouve fucked up, que je me dis, tu me dis ça, puis je suis même pas surpris. Ouais. Puis c'est ça qui est bizarre. C'est que je trouve pas ça si bizarre.
Je sais pas comment je veux dire. Mais la Corée du Nord, c'est comme tu penses. C'est comme je pensais. OK. Mais t'avais-tu vu le documentaire de Shane de Vice News qui c'est sur YouTube? Non. J'écoute beaucoup de trucs de Vice en plus, mais j'ai pas eu celui-là. Un de leurs premiers trucs back in the days, comme ils amènent une petite caméra de poche en Corée du Nord, puis ils montent. Oh shit, non, j'ai pas vu ça. Ouais. C'était pas une prof qui avait été infiltrée pendant un bout de temps? C'est un autre documentaire, C'est sûrement quelque chose de différent. OK, ouais. Mais lui, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont écouté ce documentaire de Vice. Il date peut-être d'il y a 10 ans. Puis je sais que beaucoup de personnes ont leur opinion de comme c'est comment la Corée du Nord à cause de ça. Puis c'est quasiment ça. OK, c'est pas des fausses idées qu'on non, se fait. Non, c'est fucked up. Y a-tu d'autres pays que t'as fait où t'as eu des problèmes? Parce que je veux pas que tu voyages quand même dans des pays qui sont pas Paris ou Cancun. C'est pas des pays, là, mais pour elle, l'endroit au monde où il y a eu le plus la chienne, le Mexique. Ouais, de tous les pays. Vraiment le Mexique. Où t'as été au Mexique? C'est ça, dans les villes des cartels. C'est un peu ça comme le problème. Tijuana, sur la frontière. Oh oui. Ouais, ça c'était... Pour elle, c'est rare que j'ai peur dans la vie, mais ça, c'était... Ouais. Puis en plus, je lisais un livre sur l'histoire de la violence comme des civilisations. Donc, je lisais l'histoire de la violence des civilisations. Donc là, j'analysais les pays selon les taux de meurtre par 100 000 habitants. Puis là, c'était l'année la plus meurtrière du Mexique jamais enregistrée. Puis à Tijuana, des meurtres. Mais c'est ça, exact. Constamment. Ouais. Puis là, tu sais, tu peux pas marcher dans la rue. T'as des combats militaires. Juste des trucs vraiment creepy. Puis mes premiers gunshots que j'ai entendus de ma vie, c'était à Cancun. Ouais. Mais il y a un bout à Cancun, c'était comme dangereux, là. Mais c'est ça. Je sais pas c'est quand, là, mais un me disait, je vais à Cancun. Là, je suis comme, ouais, il me semble qu'il y a eu de quoi, là, il y a pas longtemps, fusillade and shit. Ouais. Là. Ah, le Mexique, c'est un pays qui... Mais juste, les gens, tu sais, comme on a tellement une mauvaise image du Moyen-Orient, mais les gens réalisent pas que il y a beaucoup de problèmes en Amérique latine. Puis je dis pas que c'est à cause d'eux autres, vraiment pas, là. Mais si tu regardes les taux de meurtre, moi, je suis très comme statistique dans la vie. Tu sais, je regarde la population d'un pays quand j'y vais. Je regarde les statistiques par rapport à plusieurs autres choses. Je trouve que c'est comme ça que je me dresse un portrait des pays. Puis les pays d'Amérique latine, moi, pourquoi j'ai peur de l'Amérique latine? Une des raisons pourquoi j'y vais pas. Je me sens pas aussi à l'aise de documenter là-bas. Je suis plus inspiré par l'Asie aussi pour mille et une raisons. Mais c'est vraiment des sociétés... Comme si tu checkes dans les 10 villes les plus dangereuses au monde, la grande majorité sont en Amérique latine. C'est des sociétés avec beaucoup de... qui sont malades, malheureusement, à cause de régimes politiques, à cause d'influences extérieures, de la guerre froide, de ci, de ça. C'est triste. C'est... Ouais. Je pense que une des seules fois où j'ai eu vraiment peur en voyage, c'était au Panama. Exact. Voilà. Moi aussi, j'ai eu la chienne au Panama. Man, Panama, je t'ai dit, là, puis une chance que mon pote Mirko, il est équatorien, fait qu'il parle espagnol. Une chance qu'il était là parce que pour vrai... T'sais, on pouvait même pas prendre de taxi, rien. Là. On était dans une place, il y a comme un gros party, puis mon pote Mirko, il est un peu naïf, tu sais. Il est comme, c'est un party, c'est le fun. Puis je suis comme, ouais, mais il me semble, je regarde les gens, puis il y a quelque chose qui fait que c'est pas le fun, puis lui, il avait un sac de voyage beige, là, un peu style National Geographic, là. Il a l'air d'un sacré touriste, là. Puis je suis comme, que ça marche pas, là, je suis trop blanc, quelque chose qui... Il y a un vibe, il y a du monde qui nous regarde, qui font ça de même. Tu le sens, genre... Et puis là, j'étais comme, non, on s'en va d'ici, puis finalement, la police nous a escortés, puis nous a dit, genre, comme, prenez aucun taxi, partez à pied, puis arrêtez pas, si vous prenez un taxi, vous allez vous faire kidnapper, c'est clair, là. Genre, les taxis sont arrangés avec les gars, puis tout, fait que je suis comme, oh shit. C'est une des seules fois, au Maroc, j'ai eu zéro, rien, il y a plein de places où j'ai dit que j'ai eu zéro peur. Peut-être, je sais pas d'où ça vient, souvent que leur background, ça aide vraiment pas, là. Des fois, on pense qu'un pays ou un peuple est violent, mais c'est tellement plus grand que ça. Ça part tellement de loin quand les gens agissent à cause de ce qu'ils ont vécu, à cause des guerres, à cause de tout ça. C'est ça, puis moi, je pense sincèrement que tous les humains sur la planète, qu'on parle de comme conspirationnistes ou qu'on parle de ces peuples-là, ou en fait n'importe quel peuple, les Al-Qaïda, les gens prennent les meilleures décisions selon l'information qu'ils ont, selon l'expérience qu'ils ont. D'où pourquoi je respecte profondément les humains, peu importe si t'es un taliban ou si t'es un CEO d'une grande entreprise, je te respecte au même niveau parce que ces gens prennent les meilleures décisions qu'ils peuvent. Puis mettons, tu sais, le Mexique, si les États-Unis et le Canada, on ne consommait pas des drogues comme la cocaïne, tu sais, le Mexique ne serait pas dans la même situation. Non, c'est clair que non. Mais non, on aide à ça. C'est ça, on contribue directement. Il n'y aurait pas de cartel, mais il y en aurait beaucoup moins. Puis... Ouais, je pense que l'humain va toujours trouver une façon d'agir nocivement, tu sais. Que ce soit Hitler, que ce soit des cartels, peu importe, mais ça reste qu'il y a quand même un background, quand même un noyau, quand même une raison. Il y a un début à tout ça, des fois, on prend pas le temps de regarder d'où ça vient, tu sais. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, j'allais dire, concernant ton livre. Gros projet,
qu'est-ce qui est le plus dur dans le fait d'écrire un livre, de faire un livre? Je dirais de, tu sais, je sais pas si tu considères aussi la génération Instagram, mais je dirais, vu que moi, j'ai comme commencé ma carrière via Instagram, je me considère, la génération Instagram. Puis juste de passer de la dynamique de OK, wow, je peux le partager live direct avec un clic, c'est gratuit à un public X. Mais là, prendre du recul, prendre des années pour faire un projet. Le temps, établir la vision, garder ta confiance, parce que ta confiance, comme, elle va des up, j'ai full confiance en mon art, mais elle va vraiment up and down, dépendamment de comment tu sens, dépendamment de dans quelle étape du projet. Ouais. Vraiment comme prendre du recul puis voir the bigger picture, qu'est-ce que tu veux raconter, comment tu veux le dire. Storytelling, c'est vraiment comme une forme d'art en soi. Puis depuis ce moment-là, pour le vrai, juste j'ai tellement de respect pour tous les gens qui font des longs projets, comme des pièces de théâtre, des films. Ah ouais. Genre, tu sais, tu travailles genre 3 ans sur un film. C'est long, t'as des étapes en plus, financement, cossin, blabla, c'est long. Donc juste comme garder le train qui avance de manière steady, puis prendre les hits, hits financiers, hits de confiance ou de whatever. Donc, juste vraiment de... À 5 ans, c'est un long projet, man. C'est ça. T'as le temps de faire « Ah, c'est une bonne idée, finalement. » Ben, c'est ça. T'as une couple de trucs qui peuvent arriver, là. Puis encore ce jour, tu sais, comme je suis full content que le livre va sortir, mais en même temps, je sais que je suis meilleur que ces portraits-là, parce qu'évidemment, c'était mes habiletés techniques de 2015. Oh, mais je pense que dans tes photos, d'abord avant tout, ce que je vois, tu sais, mon pote Mirko m'a appris quand même regarder une photo puis quand voir tout l'aspect champ, lumière, etc. Mais reste que ce qu'on ressent, on s'en fout à quel point tu as des meilleures technicalités maintenant qu'avant. Je peux voir que c'est sincère, je peux voir que c'est vrai comme photo. Fait que, du moment que c'est authentique, je veux dire, l'image, ta sélection, mais parlant de sélection, quand tu as fait ta sélection de photos, t'as-tu tout mis ou il y en a plein que t'as pas pris? J'en ai pris... Fait que t'arrêtes de mettre des photos dans le livre? Ça... Ouais. Ben, j'ai pris des... Il faudrait que je serais intéressé de calculer combien de portraits j'ai pris, mais des centaines. Peut-être 500, 600, 700, 800. Puis combien il y en a dans le livre? J'ai 186 travailleurs. OK. Puis même, il y a certains de ces travailleurs qui ont été choisis dans le livre, qui a des portraits, que j'ai des séries complètes sur eux, que j'ai passé comme 24 heures avec eux, 36 heures avec eux autres, que j'étais juste assis à côté d'eux autres. Sur des bateaux, dans la rue. Je me suis assis dans la rue avec un serreur de souliers. Fossoyeur, j'ai aidé à creuser une fosse pour un cadavre avec le fossoyeur. Donc, il y a toutes ces photos qui n'ont pas été choisies. Je sais pas si je vais les étudier un jour. Mais j'avais lu quelque chose par rapport à des photographes, comment ils font pour choisir leurs photos. Ils disent qu'ils forment un trio. Donc, en gros, moi, j'ai 2 amis vraiment, vraiment proches, Erika et Ben, que je connais depuis plus de 10 ans. Puis ils m'ont vraiment aidé à devenir un photographe. Donc, ils savent qu'est-ce que je suis capable, qu'est-ce que je suis pas capable. Puis, pour la plupart de mes gros projets, je vais les voir, puis je suis comme, OK, est-ce que vous pouvez m'aider à choisir? Donc, si les 2 disent oui, c'est un oui. Comme si, en fait, quand je leur amène une photo, c'est parce que moi, j'ai déjà choisi que je veux cette photo-là. Puis, s'il y en a un des 2 qui dit non, non. Si les 2 disent oui, oui. Wow. C'est comme ça. Tu as fait confiance en crime? Ouais. Puis eux font quoi dans la vie? Il y en a un qui travaille pour une compagnie de vitres dans la construction. Puis l'autre est avocate. Fait que ça n'a aucun rapport Aucun rapport, mais ils ont des habiletés artistiques. Ouais, tu peux le sentir pareil. Ouais. Parce que l'affaire avec la photo, c'est très dur choisir parce que chaque photo que tu prends, tu es attaché émotionnellement. Tu sais, moi, mes moments préférés, il y en a certains qui ne sont pas dans le livre. J'ai adoré le moment, je suis en amour avec le moment. Mon cerveau me joue des tours pour dire tu es en amour avec la photo, mais non, tu es en amour avec le moment. Donc, eux autres, vu qu'ils n'ont pas vécu le moment, ils peuvent dire ah, cette photo, non, elle est pas bonne. Peut-être tu as eu un beau moment, mais on s'en fout parce que la photo est pas bonne. On le sent pas à travers la photo. Ouais, c'est ça. Y a-tu... Tu sais, mettons, moi, dans la vie, quand je voyage, j'ai goût de prendre des photos. Comme plein de gens. Ouais. Mais à chaque fois, ça marche fuck all. Parce que, man, je prends en photo, c'est plus laid que ce que mes yeux voient à ce moment-là. Tandis que mon pote Mirko, lui, il arrive à mettre en photo plus beau que ce qui est, tu sais. Fait que, comment que tu réagis face à une situation où tu arrives pour prendre une photo, puis c'est pas aussi beau. Ça t'est déjà arrivé d'essayer de prendre une photo, faire comme ça, je veux vraiment capturer ce moment-là, mais j'y arrive pas. Il y a de quoi qui... Ouais, mais avec le temps, tu sais, t'apprends comment faire des plus belles photos, t'apprends c'est quoi tes forces, c'est quoi tes faiblesses, t'apprends à comprendre la lumière, comme quelle situation de lumière t'es capable d'exploiter ou de pas pouvoir exploiter. Donc avec le temps, tu sais, moi je shoot de moins en moins
C'est-à-dire mon ratio de bonnes images que je garde versus le nombre d'images que je prenais. Tu sais, peut-être avant, je prenais 10 000 photos puis j'en gardais 5. Tu sais, Ok, ouais. je gonnais puis j'en prenais le plus possible. Mais maintenant, je sais que je vais même pas prendre la photo parce que je sais déjà que ça va pas marcher, juste par expérience. Ouais. Donc, tu sais, ça t'apprend à savoir quel tu dois prendre puis quel tu dois pas prendre. Est-ce que des fois tu shootes en pellicule ou non? Non, j'ai commencé avec Zoya, justement. Il y a beaucoup de choses que je faisais pas que je fais maintenant avec Zoya, filmer du flash puis de la pellicule. Mais je suis même pas encore rendu là. Pour l'instant, c'est littéralement juste des caméras jetables. Puis, mais ça s'en vient. J'ai comme des caméras que je dois faire réparer. Puis une fois que j'ai ces caméras réparées... Mais ça, c'est un autre game. Ça, c'est complètement comme... Est-ce que ton ami, il shoot pellicule? Des fois, il le fait, ouais. Ça, c'est fou. Ah, puis son gros truc d'imprimante, de conversion, je sais pas trop, là. Ouais. Mais tu sais, il y a comme pas beaucoup de clichés, là. Fait qu'il faut pas qu'il niaise, puis il faut... Mais je pense que c'est un énorme challenge. Parce que tu te dis, OK, là, j'en ai 2, mettons. Ouais. Là. Parce qu'après ça, il m'en reste juste 24. C'est ça. Il me reste encore 4 heures à me promener. Ouais. Fait que je pense que c'est un gros défi à faire. Mais ces photos sont vraiment belles. Mais tu sais, ce qui est bizarre, c'est que des fois, il prend des photos avec son appareil numérique, puis je suis comme... Après coup, tu sais, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans le sens que lui, il arrive à voir à quel point son appareil est différent, à quel point quand il prend une photo numérique versus l'autre, le numérique pas pareil. Mais quand il fait un effet sur la photo, en bout de ligne, je pourrais même pas te dire quel qui est fait. Ouais. Tu comprends? Pellicule ou quel qui est fait avec le numérique. Parce que j'ai pas l'œil assez développé pour ça. Mais lui, il le voit. Il fait, oh, et ça, check, ça paraît que c'est numérique. Ça, non. Ouais. Mais moi, je suis comme, ouais. Ouais, moi, je peux te dire, comme live, en plus, c'est rendu vraiment fin la ligne entre les téléphones intelligents et les caméras numériques. Ouais. Mais ça, je peux le dire, comme ça, c'est caméra numérique, ça, c'est téléphone intelligent. Comme avant, c'était plus facile, mais maintenant, avec le mode portrait et tout, c'est rendu fou. Mais je suis capable de te dire. Même avec le nouveau iPhone. Ouais. Ouais, ça sent. Il y a un petit quelque chose. Comme peut-être dans 2 ans, ça va être faux, qu'est-ce que je vais dire. Mais. Ouais, pour l'instant. Mais tu vois, c'est ça qui est fun de la photo. C'est le meilleur outil pour t'apprendre à regarder la vie. C'est ça qui est fou, c'est que ça te donne vraiment une paire de yeux. Ça l'aiguise ton sens de l'observation. Ouais. Puis tu fais juste tout voir différemment. Tu sais, moi, quand je suis en Bixi, je vois la belle lumière, je vais capoter. Tu sais, je vais pas prendre la photo parce que je vais le garder pour mes yeux, mais je vais capoter. Ou je vais regarder une rivière tellement différemment parce que, waouh, c'est tellement beau. Tu sais. Je pense que c'est vrai. Donc, c'est juste, ça te change tes yeux forever. Puis c'est ça qui est beau, c'est que tu fais pas juste ça pour cliquer, mais aussi pour voir la vie différemment. Ouais, tu vois tout, tu vois les couleurs, tu vois la lumière, tu vois le mouvement. D'où pourquoi peut-être tu sens que comme les photos que tu fais en voyage sont pas à la hauteur de comment tu ressens le moment, parce que ton œil n'est pas encore aiguisé, tu sais. C'est ça. Ou je suis peut-être juste pas doué non plus en photo, man. Non, mais tu sais, ça se pratique. Dans le pratique. sens que je sais, mais je sais. Puis je pense que j'ai pas le... Je suis très contemplatif, mais il faut que je sois 100% là. J'ai vraiment du mal à m'arrêter. Puis à regarder un moment. Même en voyage, des fois, je suis trop rapide. Fait que m'asseoir, prendre le temps, pour moi, c'est déjà dur. Fait que si en plus, à ce moment-là, il faut que je prenne une caméra, puis je commence à gosser zoom, setting, lumière, ISO, patati. Oh là, je vais perdre le moment présent encore 10 fois plus. Fait que je vais peut-être même pas... Mais c'est ça qui est paradoxal avec la photo puis le moment présent, c'est que je pense sincèrement pour vivre le moment présent, pour être heureux, il faut que tu sois dans le moment présent. Il faut vraiment que tu sois ici, maintenant, tous tes sens. Puis prendre une photo, ça le casse. Tu sais, comme, oui, tu pourrais dire, je prends la photo... Même pour toi? Oh, ouais. Ah ouais? Ouais. Ben, c'est sûr que c'est... Comme mon mindset a vraiment changé pour le travail. Ouais. Mais moi, il y a plein de moments que j'adore, je vais pas prendre une photo parce que justement, je veux juste le ressentir, tu sais. Puis, c'est un peu comme dans les shows, tu sais, je vais jamais prendre de photos dans les shows parce que pour moi, ça casse ces moments. Ou juste, en fait, sortir un outil, ça casse un moment. Ah ouais. Puis c'est paradoxal justement parce que je veux capturer ce beau moment. En même temps, je veux l'apprécier. Donc, moi, en show, je filme tout le temps toutes les choses que je vais voir. Puis même en voyage, je prends des photos, même si sont laides, je m'en fous. Moi, je sais c'est un peu quand tu disais qu'il y a des photos que tu trouves vraiment belles, puis tu aurais voulu mettre dans le livre, puis tes amis te disent non. Moi, elles sont toutes pas belles, là, mais reste qu'en bout de ligne, je veux dire, même si c'est très laid, moi, j'en fous que c'est très laid. Ouais. Ça me rappelle le moment. C'est juste un souvenir. Fait que pendant un show, des fois, je vais pouvoir filmer une chanson que j'adore, puis que la fin est genre incroyable. Mais je regarde la vidéo, ça va être dégueu parce que je vais être de même. Tu comprends? Ouais. Je vais regarder le show, mais dans le fond, je vais filmer tout croche, ça va être l'enfer. Mais en bout de ligne, je m'en fous parce que quand un coup, je prends mon téléphone après. Mais souvent, je me mets un genre de 3 fois, genre. Comme, tu
sais, 3 fois, t'as ton téléphone dans tes mains pendant le show, pis that's it. Moi, le monde qui filme dans même pendant 10 minutes, man, ça, c'est interdit, là. Moi, ça me met en tabarnak, mais ça reste qu'en bout de ligne. Je sors 3 fois juste me rappeler du moment. Mais des fois, je sens que je tombe. Puis je suis comme, OK, la belle photo, puis je suis comme, on s'en crisse. Prends la photo, tu la mettras pas nulle part loin. Même mais c'est ça qui est fou avec nos vies, tu sais, si tu penses à nos parents, nous, chaque jour de nos vies, on a une photo avec nos téléphones. Ou presque. Dans le temps, c'est un happening. Tu sais, c'est ça, puis c'est comme nous, dans 20 ans, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a fait à tous les jours parce qu'on a des archives images de tous les jours, que ce soit une story, que ce soit des photos juste dans ton téléphone. Ouais. C'est insane. C'est comme, c'est fou, tu sais. Je sais pas, ça m'effraie plus que ça me rend heureux. Tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est comment tu deals avec aussi, tu sais, est-ce que tu veux retourner dans tes archives? Comme moi, mettons, à 17 ans, avant de commencer la photo, avec mon téléphone intelligent, avec la caméra pas bonne, j'avais un projet personnel, j'ai même pas encore ouvert le dossier encore, il est dans mon ordi. Chaque chilling d'amis pendant un été complet, en 2 sessions de cégep, chaque journée, quand j'étais avec des amis, je prenais un panorama. Donc, je prenais un panorama de mes amis pour voir avec qui j'étais. Wow. Puis donc, j'ai un été en panorama. Wow. Puis ça, c'est comme le genre de projet comme archivistique un peu, de nostalgie, que j'ai pas encore ouvert. Je vais peut-être l'ouvrir dans 10 ans, dans 20 ans. Ça, c'est beau. Ça, c'est un beau projet. Ouais. Si moi, je prends une photo à chaque fois que je suis avec mes amis, c'est pas artistique, il n'y a pas rien, tu vas le voir. C'est quand même... Ouais. Il faut juste qu'on le voit dans le sens que, peu importe si c'est beau ou pas, c'est quand même un archive de ta vie. Mais ça comble, je trouve, les images numériques comblent des lacunes de notre mémoire. Ouais, de côté, c'est beau comme ça, tu sais. Il y a tellement juste des petits chillings, des petits pique-niques que tu as eu à un parc au Parc Laf ou Parc Laurier, qui est comme... Tu as oublié cette expérience dans ta tête, mais oui, c'est vrai, on a fait ça, puis c'était malade, tu sais. Mais je pense que maintenant, quand je voyage aussi, j'écris. Je fais les deux. C'est insane. Je prends une photo, puis là, j'écris. C'est insane, écrire. Parce qu'en plus, c'est ma plume, c'est ma façon d'écrire. Enfin, je me rappelle exactement ce que j'ai ressenti. On dirait que je suis plus connecté à l'écriture que je suis connecté à la photo, mais quand je fais les deux, j'arrive à prendre une photo, une vidéo d'un moment, puis qu'après ça, j'écris le moment. Même si c'est juste 2-3 lignes, là. Ouais. Juste ça, je suis comme, oh my god, je ressens 2 fois plus, justement, comme la lacune de mon souvenir. Là. Je suis dedans à 100%. Ouais. C'est beau, la photo. C'est très beau. Incroyable. On parle de plein de choses. Juste à ça de ne pas oublier des questions que j'ai pour toi avant qu'on passe sur les... Tu as reçu les 5 questions par courriel, hein? Que je t'ai envoyé? Parfait, excellent. Tatata, non. Non, conseil. Conseil pour un photographe qui veut se lancer. C'est tellement cheesy, mais va selon tes tripes, tu sais. Il y a tellement de pression de se conformer à un médium, de se conformer à un genre de photo, à une post-production d'image, à un genre de sujet. Puis j'ai vraiment réalisé que... En fait, si on prend du recul puis on sort de la photo, quand j'étais plus solitaire, je me souviens des moments dans ma douche, j'étais comme... J'essaie tellement d'être une bonne personne. Pourquoi j'ai pas d'amis? Pourquoi j'ai pas des amis comme profonds, tu sais? Puis un jour, j'ai réalisé c'est parce que je voulais être une bonne personne pour les autres. Mais quand j'ai commencé à devenir une bonne personne pour moi-même, puis à faire les choses en m'écoutant moi-même, c'est là que comme les gens sont venus à moi, puis des gens super incroyables. J'ai commencé à développer des relations avec eux autres parce que moi, je tripais à faire ce que je faisais, que ce soit des projets photographiques ou non photographiques. Puis, donc, un peu la même chose en photo, tu sais, c'est tellement facile de faire des photos à l'Instagram, mets un manteau de telle couleur, va à telle place, à Banff, que tous les photographes ont été. Puis c'est correct, ça fait des belles photos. Si vous voulez faire ça, faites ça. Mais moi, on dirait que j'ai un peu fleuri en termes photographiques parce que j'ai juste fait des trucs qui me font triper, tu sais. Aller en Irak, ça me fait triper. Aller en Corée du Nord, ça me fait triper. Photographier les humains, ça me fait triper. Tu sais, le documentaire, c'est loin d'être le genre photographique le plus lucratif. C'est un des moins lucratifs. Mais je me suis jamais dit ouais, mais tu vas pas faire d'argent. Je m'en fous. Comme le livre, je le fais pas pour l'argent. Je m'en fous de comme il y a combien de copies qui sont vendues. Ça m'a permis de vivre des expériences qui sont absolument incroyables, qui me rendent ému à la limite parce que c'est tellement des expériences riches puis qui font en sorte que je suis prêt à mourir aujourd'hui parce que the journey was incredible. Puis donc, juste de suivre ces trips. Je pense que peu importe ce que tu entreprends, autant au niveau des relations qu'au travail, que peu importe, être vrai avec toi-même, ça t'apporte du bonheur, de la réussite dans toutes les sphères de ta vie. Si tu es vrai avec toi-même, si tu fais ce que
le faire pour toi-même, c'est la base. Parce que tu essayes de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, pour plaire aux autres. T'sais, sûrement qu'il y a des folles photos de manteaux d'hiver colorés à Banff. Il y en a peut-être juste une ou deux que c'est vraiment beau parce que la personne, c'est vraiment ça, c'est ce qu'elle aime faire. T'sais, je pense que il n'y a pas de mauvaise photo, il n'y a pas de mauvais photographe, il n'y a pas de mauvais angle de photo ou quoi que ce soit, mais je pense que la façon que tu le fais, c'est vrai. C'est ce qui fait que c'est incroyable. Quitte, je pense que ça dépasse le talent. Ça dépasse le fait que la meilleure lumière que tu as pris, on s'en crisse. Ouais. À quel point la photo est belle, c'est à quel point c'est vrai, tu sais. À quel point c'est vraiment vécu. Je pense que ça donne toute la différence. C'est un peu... tu sais, t'as beau avoir la technique parfaite, si t'as pas le message, si t'as pas le cœur, tu sais, les gens vont pas le sentir. Exact. Donc, ça s'applique à... On dirait que c'est tellement simple comme conseil que ça marche pas, mais on dirait que dans tous les domaines, ça marche, tu sais. Parce que T'as pas goût de faire de la vidéo? j'ai commencé à l'en faire à cause de Zach. Pas les vidéoclips, juste des vidéos Non, de... je suis en train de filmer un documentaire de Zach depuis 1 an et demi. OK, cool. On planifie que ça prenne comme un 5 ans à filmer. Puis on aimerait ça faire un long métrage. Une genre d'ascension. Ouais, exact. Tout le behind the scenes de sa montée. J'avais jamais filmé... En fait, j'avais jamais filmé avec une caméra avant. Puis j'ai commencé. On n'a rien sorti encore. Puis comment que c'est? C'est vraiment malade. C'est comme un autre univers complètement. Tu sais, c'est une manière de penser qui est différente. Puis maintenant, on dirait que je trippe autant à filmer qu'à faire de la photo. Même si je ne vais pas comme faire d'autres projets vidéo, je le fais juste parce que j'adore Zach puis on a du fun. Mais éventuellement, ça va sortir, mais pour l'instant... ouais. OK. Les 5 questions de la fin. Ouais. Numéro 1, quand tu es stressé, anxieux, qu'est-ce que tu fais pour te regrounder, pour être zen? Je dirais juste sortir, prendre une marche ou bouger. C'est rare que je suis stressé ou anxieux dans la vie. Je dirais que pendant cette pandémie, oui, c'est les premières fois de ma vie, mais... Ah, t'as l'air posé, là, comme ouais, gars? Ouais. Juste marcher. Faut comprendre juste que le stress ou l'anxiété, c'est juste trop d'énergie dans le corps qui essaie de tu sais, c'est des comportements primitifs pour nous faire survivre dans la nature, dans la savane. Donc, juste de comprendre que peut-être trop d'énergie dans ta tête, l'anxiété ou dans ton corps. Donc, il faut juste que ça sorte. Puis la méditation aussi. Quel style de méditation tu fais? J'avais commencé avec Headspace, comme un petit 10 minutes, juste respiration. Guidé, genre? Ouais, guidé. Puis là, c'est pas mal juste 20 minutes à se concentrer sur ma respiration. Pas de musique pour rien? Ou... Non, rien. Wow, t'es fort. Mais je veux dire, c'est pas facile, là. Mais... T'es fort. Moi, même avec de la musique, des fois, puis une voix guidée, j'arrive à me perdre. Ouais. Puis là, il faut que je revienne à la voix sûr, parce que sinon, big. Je me perds constamment, mais ça fait partie. Juste le matin ou des fois tu fais pendant la journée? Si j'ai pas le temps le matin, je le fais pendant la journée. OK. Ouais. Je pense que j'essaie de le faire le soir, moi, à cette heure. Mais j'ai un ami qui a commencé la méditation pour dormir. Puis il dit que lui, ça a complètement changé sa vie. Il s'endort de même maintenant parce qu'il fait Headspace, les guided meditations pour dormir. Ouais, il y en a, c'est vrai. Puis justement, de te tone down, puis de... Ouais. Parce que le matin, je suis pas tant stressé, vu que j'ai pas mon téléphone dans mes mains. Mais on dirait pour moi, ça set le mood, tu sais. Ah. Ouais. C'est exactement l'opposé de prendre ton téléphone quand t'es dans ton lit au début, tu sais. C'est juste de comme, OK, ça va être le pace de la journée, ça va être un pace selon la respiration. Wow. Puis, ouais. Ça devrait être lent. Ouais. Tout devrait être lent. En contrôle. Contrôle, c'est bon. Si t'as un podcast dans le but d'inspirer comme le mien, qui t'invite? Il y a 2 facettes. Si, comme irréalistiquement, ben tout est possible, mais irréalistiquement, Barack Obama puis Leonardo da Vinci. Je trouve que c'est comme Barack Obama. Dans le même ou on se fait ça séparé? Séparé. OK. Comme épisode 1, 2. OK. Barack Obama, il lance son podcast Barack Obama dès le début. Puis on ressuscite Leonardo, ah ouais. Wow! Pourquoi Barack? Il a juste l'air chill. Il a juste l'air comme j'ai le goût de prendre une bière avec, puis de parler d'humanité, puis de parler de sociopolitique. T'as-tu lu son livre? Ouais, ben je suis dans les dernières pages présentement. Wow, c'est mon ami qui vient de le finir live. J'ai acheté pour Noël en me disant qu'ils vont le passer après. Smart. Il va le passer live. Un cadeau de Noël boomer. Il l'a dévoré. Ouais, moi j'ai adoré. J'aime tellement que j'essaie de le lire le plus lentement possible, quand normalement j'essaie de lire le plus vite possible. Ouais. Puis Leonardo da Vinci, juste parce que j'ai lu sa biographie aussi, c'est juste cinglé. Il est juste un génie. Ah ouais. Puis, ouais. Puis, réalistiquement. si t'avais un Québécois? Pour vrai, Ou Québécoise? j'ai souvent le goût de partir comme un podcast, puis juste d'inviter mes amis qui sont dans le monde de la culture. OK. Comme Zach Zoya, genre Antoine-Olivier Pilon, juste des gens à qui j'ai des tellement belles conversations normalement. OK.
que j'ai goût que ces conversations intelligentes et drôles et belles et humaines soient enregistrées pour être partagées à quelqu'un ou pas être partagées. Mais juste comme, je trouve justement bien entouré de gens incroyables, soit des connaissances ou des amis, que je voudrais juste, mon cercle un peu élargi, avoir un podcast. Fais-les, man. J'y ai pensé, mais... Ça te prend tellement rien en plus. En plus, en ce moment, comme mon ami Sam Breton, son podcast, il roule as fuck. Puis tout ce qu'il fait, c'est de la visioconférence. Là. Fait qu'il y a StreamYard. Puis pendant un bout, je l'aidais pendant la pandémie à faire la technique. Fait que j'accueillais l'artiste, quand c'est blabla. Puis lumière, voir si c'était correct. Puis des fois, le monde, il rentre dans le visioconférence. Puis là, c'est comme, je suis correct. Puis là, je vois clairement qu'il y a une fenêtre ici. Puis il est tout blanc ici. Puis là, non. Mais reste que ça, tu sais, je veux dire, ça roule super bien cette affaire. Micro de iPhone, ça roule big. Mais ça a l'air tellement fun. Puis je vais le faire. Okay. Mais c'est juste, j'aime la lenteur du temps, tu sais. J'aime comme, it's the journey. Oh, ouais. Tu sais, ça arrivera quand ça arrivera. Puis, ça a pris quasiment 3 ans avant que je lance Semi. Ah ouais? Ah, c'est un sale bout que j'y pense. Mais encore là, l'angle n'était pas clair. Ouais. Je vais avoir juste peut-être... Je vais peut-être tourner dans le gym. Peut-être faire des workouts aussi, YouTube en même temps. Tu sais, j'avais des skieurs professionnels. Je suis comme, OK, on s'entraîne ensemble. Tu sais, puis là, ça... C'est tombé par... Finalement, le sport, ça m'intéresse, mais pas tant. C'est pas le sport qui m'intéresse que l'individu qui se dépasse dans quelque chose. Fait que là, j'ai commencé à penser à comment le tweaker. Puis le moment donné, je fais OK, ben là, je peux inviter plein de monde dans le fond. Tant que la personne m'inspire, comme tu m'inspires, je peux t'avoir. Puis là, pourquoi tu le fais? C'est quoi, le pourquoi des pourquoi? Parce que beaucoup de choses. Un, ça me fait travailler sur des aspects de moi-même que je suis pas confiant. Genre mon articulation. Les caméras, ça me stresse. À côté, mon chum. Tu sais, je pense que je manque de vocabulaire. Il y a beaucoup de choses que je veux travailler. Ça m'oblige un peu à le faire. Mon côté humain aussi, j'ai beaucoup perdu avec le temps. Tu sais, je travaille avec les mêmes clients constamment. Avant, j'étais dans la vente, dans la gestion d'employés, dans des gros magasins. Ça bougeait, je changeais de staff. J'arrivais à développer plein de skills avec plein de monde différents au niveau de la gestion de relations. Mais là, depuis 4 ans, j'ai les mêmes clients qui viennent tout le temps. C'est comme des amis. Fait que, à un moment donné, je perdais mon côté de je vais découvrir quelqu'un. Puis quand je voyageais avec Mirko, je suis comme, man, toi, tu parles avec tout le monde. Tout le temps. Moi, je parle, mais un peu moins. Puis j'ai trouvé c'est tellement beau, des discussions humaines comme on a en ce moment, que là, ça m'oblige à le faire. Je suis comme obligé de m'asseoir, faire comme, hey, je veux vraiment m'intéresser à la personne. Puis des fois, tu sais, on parle sans être intéressé. Tu sais, on veut plus parler que d'écouter. Puis en ce moment, ça m'oblige à vraiment écouter tout ce que tu me dis. Puis c'est pas fake, tu sais. C'est sincère, c'est vrai, ça m'intéresse. Fait que c'est un peu les raisons pour lesquelles. C'est ça, des conversations one-on-one, c'est incroyable. Tu sais, souvent, on va chiller en gang, puis c'est fun de chiller en gang. Mais moi, j'ai toujours la misère. Même ma gang d'amis, on est amis depuis 10 ans, puis toutes les semaines, on chill ensemble. C'est dur pour moi d'être dans une gang parce que j'aime tellement la convo one-on-one. Je trouve ça tellement riche et beau et magnifique que je trouve qu'on a pas assez d'occasion d'être one-on-one, tu sais, puis de dig deep, puis de aller où est-ce que la conversation va nous mener. En groupe, c'est très dur. Moi, en plus, j'ai plein d'amis qui sont artistes, fait qu'ils sont extravertis à côté, puis ils parlent fort, puis tout le monde placote. Puis moi, je suis très lean back, je suis seul en arrière, tranquille. Fait que pour moi, d'avoir des relations avec plein d'amis, c'est le fun. Plein de soirées, plein de gens. Mais c'est jamais profond, tu sais. Ou c'est rarement profond. Ou tu vas t'extirper un petit peu du groupe, one-on-one quelqu'un, puis là, ça va être fucking beau. Mais après ça, c'est comme ça gueule, droite, gauche, puis il parle. Puis là, t'as pas tant de dire ce que tu penses, parce que l'autre répond. Puis là, on dirait que ce podcast-là m'amène ça. Puis en plus, s'il y a quelques personnes qui écoutent, puis que ça inspire les gens, tu sais, si aujourd'hui il y a un photographe qui écoute, et comme, m'en faire un livre. mon pote Mirko, ça fait des années, je dis, Big, fais une expo, faites quoi? Puis il a fait un truc pour Urbania, où il a pris des photos de plein de monde à travers les fenêtres. Fait qu'à travers la COVID. C'est-tu photo ou vidéo? Photo. OK. Puis je pense que c'était en pellicule. Pas je pense, c'était en pellicule. Okay. Il y a une grosse appareil là, avec une affaire. Puis, tout ça pour dire qu'en bout de ligne, il a pris ça. Puis, je suis comme, man, c'est un de tes vrais projets que tu as concrétisé. À ce tu pourrais faire une expo. Je le pousse à faire ça. Puis, s'il écoute là aujourd'hui, puis il est comme, crisse-moi le faire. M'en faire. Ah ouais, Mirko. Mirko, let's go. Fait que c'est ça. Je pense un peu pour les raisons pour lesquelles je le fais. Il y a beaucoup de raisons, mais je pense que c'est vrai aussi. Je veux vraiment faire ça. Ça fait un bout que j'y pense. Puis, les gens vont sentir. Puis s'il n'y a pas de views, Ben, je m'en crisse. Mais c'est full clean, tu sais, comme le setup est super beau, tu sais, ça paraît que tu as la technique en moi, je suis un gars de détail, mon chum. Il y a plein d'affaires qui m'énervent en ce moment de pas aider. C'est juste la texture de ça. Le fil paraît big. Les 2 fils à terre, tout dessus. Ça, là, moi, c'est inacceptable. C'est mon plateau, inacceptable. Mais là, j'ai pas encore de tapis. Il va falloir acheter un tapis, je couvre les fils. Il y a plein d'affaires qui me gossent dans la même année. Il y a ça aussi, je pense que quand tu fais un projet, sur 5 ans, il y a plein d'affaires que tu peux tweaker. Tu sais, une sortie d'un livre, c'était différent parce que le livre est sorti.
c'est fini. Ça, j'aurais peut-être du mal à faire ça. Je ne sais pas retoucher. Là, en ce moment, je peux acheter des trucs, je peux changer mon pied de micro, je peux avoir un micro de meilleure qualité, je peux comme développer, mais souvent, les gens attendent d'avoir tous les outils pour faire quelque chose, mais lance-en. Vas-y, prends des photos. Ouais, le papier, c'est full vulnérable. Ouais, c'est ça. C'est un médium qui est là depuis 500 ans. Quand tu publies une ligne dans un livre, ciao, bye. Ah ouais. C'est comme, tu peux pas edit. Mais c'est ça qui est beau, en fait. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est de faire, hey, check, voici, c'est ça. C'est un acte de courage, publier un livre. Exact, c'est ça. Moi, je trouve ça hyper courageux. Je me dis, hé là là, il y a souvent quelque chose dans le livre que tu regardes, tu fais comme, ça là. Moi, il y a 3 pages, je vais arracher. Ah, sérieux? Ouais. Lesquelles? Vendeur d'arachides, le vitrier, puis l'autre, chauffeur de taxi. Juste techniquement, son PowerPoint. De par le simple fait que quand j'ai fini les photos, j'ai appris des choses depuis. C'est ça. Le livre était supposé sortir il y a 6 mois. Donc, tu sais, puis il était prêt il y a 1 an avant. Donc, tu sais, ça fait longtemps que le livre est prêt. Puis j'ai justement appris depuis ce moment-là. Puis c'est normal, mais en même temps, quand j'ai dit ça à mon éditeur, quelqu'un avec qui qui a aidé à faire le livre, et comme moi, mais si tu as cette mentalité, comme c'est tout à fait valide, mais si tu as cette mentalité, tu vas jamais publier rien. Non, c'est toujours tweaké. Ouais. T'imagines-tu un livre d'un écrivain de genre 600 pages, man? Ouais. À quel point tu... Puis je suis en train de lire un livre qui une cliente m'a passé qui s'appelle Le scaphandre et les papillons. Oui, t'as-tu vu le film? Non, j'ai pas vu le film. Est-ce que j'imagine qu'ils sont reliés? Oui, ça va en faire. Oui. Le film, il est vraiment beau. Mais ça, bro, j'étais comme, OK, imagine que le gars, là, il a skip une phrase ou il veut changer un mot. Juste dire, hey, je veux changer le mot de là, 2 phrases. C'est dead. Ouais. Lui, là, il droppait, puis c'était à un œil. Puis là, pour les gens qui comprennent, là, le gars, c'est qu'il y a eu un accident, je pense, cardiovasculaire. Fait qu'il y a comme le locked-in syndrome, puis là, il est coincé. Fait que tout ce qu'il peut faire, c'est cligner d'un œil, tu sais. Fait qu'il a écrit le livre complet à un œil. Mais c'est ça, toutes les technologies, tous les problèmes que tu dis, ah non, ça, non, c'est pas ce mot-là que je vais mettre, c'est l'autre mot. Mais juste redire ça à la personne qui écrit, puis il y a une fille qui est à côté de lui qui écrivait ses trucs. Lui, tu passes à travers des trucs, il fait, OK, tu sais quoi, ça va être ça. Ouais. Ça va être ce mot-là. C'est pas le plus beau mot, je m'en fous. Puis là, la liaison est pas parfaite, mais il a laissé aller. Ils ont dû se corriger un petit peu après, pareil. Mais ça reste qu'il a dû faire quand même beaucoup de concessions pour faire comme, c'est locked, voici. C'est un gros livre? Non, vraiment pas. Peut-être centaines de pages. Oh, nice. C'est vraiment coupé en paragraphes. Pas en paragraphes, mais en chapitres très courts. Parce ce qu'il se faisait, c'est que à chaque matin, il se levait à 4 h du matin, puis il récitait dans sa tête son chapitre, qui était, mettons, genre, je sais pas, mon exemple, il y en a un, je pense, c'est genre les fauteuils. Puis il parle des fauteuils roulants en cossin. Fait à chaque matin, il récitait, la fille arrivait, puis elle pouvait réécrire ce qu'il disait. Fait que tu sais, c'est très court, chapitre, des fois c'est juste 2 pages. Fait que la dynamique est un peu spéciale parce que ça saute un peu du coq à l'âne constamment. Mais quand tu comprends la réalité de la personne, puis à chaque matin, il récitait non-stop un paragraphe, man, à pas bouger. Ouais. Donc, mais le film est fou. Faut que j'écoute. Après, ça va être un plaisir coupable de. C'est sûr que, comme, évidemment, quand tu lis un livre, c'est différent de voir le film. Ouais. Mais juste. Tu sais, je pense qu'elle a gagné des Oscars. Peut-être, je sais pas. Tu sais, IMDb, la Internet Movie Database, c'est dans la liste des top meilleurs films de tous les temps. Top 250 meilleurs films de tous les temps. Il est en français? Ouais. Parce que le gars, c'est français? Ouais. Magnifique. Ouais. OK. Troisième question. Si t'avais un livre, justement, ou un film que tu peux écouter ou lire. Je dirais ceux que j'écoute, à part comme, mettons, Fast and Furious, tu sais, comme 1, 2, tu sais, c'est encore trippant à regarder. Ah ouais, OK. T'as vu, je m'attendais pas à ça. Est-ce que tu me dis ça pas en tout? Ben, moi non plus, pour vrai, j'avais pas pensé à ça avant, mais des livres de photographes, des films de photographes. Donc, Bang Bang Club, qui est un film de fiction d'une vraie histoire des photographes qui ont couvert l'apartheid en Afrique du Sud. Wow! Ouais, c'est basé sur un livre. Je sais pas si t'as déjà vu l'image, c'est une image comme iconique. C'est un enfant qui souffre de malnutrition, en petite boule, un enfant noir, comme dans un désert en Afrique. Puis t'as un vautour derrière lui. Oui! Cette image-là. Wow! Ouais. Ça vient de là. Comme il prend cette image-là dans le film. Mettons. OK. Comme il part de l'apartheid pour aller faire. Ouais. C'est juste ça me fuel tellement pour la photo. Puis aussi un autre documentaire, War Photographer, qui est le documentaire sur un des plus grands photographes présentement en vie, James Nathway. C'est un des photographes principaux de Time Magazine. Puis juste de le voir travailler sur le terrain, comme pendant la guerre de la Bosnie, juste plein de différents conflits en Palestine, puis de voir... Chaque fois que je le regarde, je remarque un nouveau détail, je suis comme, OK,
c'est good. Mm. Puis c'est du carburant pour aller faire la photo. T'es comme, OK, let's go. Ah, c'est clair. On fonce. OK. Si tu peux peindre le bonheur sur une toile, Ouais. ben c'est quoi? On va changer la photo. Si tu peux photographier, Ouf. parce que c'est concept, le bonheur, qu'est-ce qu'on voit sur ta photo? Tu mets ce que tu veux, en fait. Là. Tu peux prendre... tu peux bouger les items. Là. Mon bonheur, c'est juste la lumière. C'est juste... je trouve que la lumière, c'est le bonheur. Dans le sens où ma définition du bonheur est différente hors photo. Mais dans la photo, juste qu'est-ce qui me fait du bien, c'est juste une belle lumière. Donc, n'importe quelle forme de lumière. À Juste, quelle heure, mettons? Lumière de soir, de matin? Maintenant, je tripe sur l'heure bleue qu'ils appellent, que j'ai comme découvert récemment. L'heure bleue. Ouais, c'est juste après le coucher de soleil. Comme un petit, comme 15-20 minutes après le coucher. Quand le soleil se couche, Ah! puis le sol, la ville... C'est un peu mauve-bleu, là. Exact. Mm. Le crépuscule, que comme... T'as encore le ciel de jour C'est qui vrai. s'éteint, mais les lampadaires sont allumés. Puis cette transition entre les deux, je trouve ça incroyable. Comme plus beau qu'un coucher de soleil. Mais t'as vu, en voyage, je remarque ça. Voilà. À Le Montréal, temps. très rare. Mais là, tu remarqueras ce soir. Huh. Comme tu remarqueras, tu regarderas au travers de ta vitre, comme 8h05, juste le ciel encore vibrant, mais la société nocturne, calme. Puis le... Wow. Ouais. Très beau. Merci. Dernière question qui était... Oui, si t'as 60 secondes pour parler à la Terre entière, qu'est-ce qu'on entend de Droster? J'irais juste de... J'ai fait aider ton famille live. Puis dans ma tête, j'ai eu le temps de faire... Non, j'ai enlevé. Non, merci. Je ferais juste dire des statistiques positives sur l'état du monde présentement. OK, vas-y, shoot. Ben, dans le sens où tout est tellement polarisé, tout est tellement négatif. C'est un peu pour ça que je commence à dévoiler mon visage puis à parler, à donner des entrevues. C'est mon premier podcast, justement. Ah oui? Ouais. Ah ben, bienvenue. Merci. Puis, parce que le monde va bien. Comme live, on dirait que tout chie. On dirait que... Le gars, il dit le monde va bien en pleine pandémie, c'est génial. Puis je parle pas de ça va bien aller, mais je parle de l'état du monde comme... OK, là, on a eu... OK, on va oublier cette année. Ouais. En 2020. Mais le monde va tellement bien. Le monde, l'humanité, comme on est en train d'éradiquer l'extrême pauvreté. De notre vivant, on va voir l'extrême pauvreté, selon les critères de l'ONU, disparaître. Comme l'espérance de vie, si je prends juste la Chine, de 1950 à 2000, a doublé. Ouais. Tu sais comment c'est fou pour une espèce animale de doubler d'espérance de vie? Oui, on a beaucoup de critiques à faire par rapport à la Chine, mais si la condition humaine s'améliore, on enlève plein de maladies avec des vaccins incroyables. Il y a de moins en moins de mortalité infantile. De moins en moins de femmes qui meurent en accouchant. Tout groupe démographique ont de plus en plus de droits. Comment on est encore loin d'être là. Mais les femmes, les Noirs, tu sais, c'est des batailles qu'on est en train d'avoir, puis on est dans la bataille, donc on dirait que tout va mal. Mais si tu prends du recul puis tu regardes la progression de la qualité de vie humaine, c'est quand même remarquable ce qu'on fait depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, je ferais juste dire plein de statistiques, comme des, tu sais, facts. Ouais. De genre, guys, là, restons positifs. Parce que je trouve, quand on reste juste négatif, puis on confronte beaucoup, on n'avance pas le débat. Je trouve comme pour avancer, il faut célébrer les petites victoires. Puis c'est quelque chose qui manque à la société, c'est de célébrer les victoires, tu sais. Oh shit, le taux de crime à Montréal est rendu si bas. Célébrons-le. Tu sais, comme... ouais. Faisons cheers à ça. Je pense que le monde, il croit que si on met du positif dans quelque chose qui n'est pas encore complètement réparé, comme on parle de la liberté des femmes, on parle de plein de choses, tu sais, clairement, l'équilibre n'est pas encore là. Mais si tu recules de juste le 100 ans, c'est incroyable déjà ce qu'on a fait, tu sais. Mais je pense que les gens se disent que si on célèbre, on va slacker un peu vers la progression, tu sais. Ouais. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça, au contraire. Je pense que tu as raison. Je pense que si on met du positif... Tu sais, il y a une de mes amies qui me dit qu'elle était éco-anxieuse. Ouais. Un nouveau mot là, que je connaissais pas. Puis là, je suis comme, OK, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui croit vraiment que l'humain fait des ravages sur la planète. Ouais, je le crois aussi. Par contre, il y a quand même des super belles choses qui arrivent en ce moment pour protéger nos forêts, protéger nos cours d'eau. Fait qu'il faut quand même célébrer un peu, parce que si on fait juste pointer du doigt constamment, on vient juste anxieux. Ouais.
c'est pas vraiment le bon vibe pour changer. C'est plutôt comme, hey, on a fait ça, il reste ça, guys. Ouais, c'est ça. Comme, Mais il c'est reste ça. pas grand-chose, là. C'est vraiment dans la manière de le dire. Tu sais, c'est comme mettre l'emphase sur le positif, mais dire, guys, on n'a pas fini, mais on lâche Ouais, pas. c'est ça. On lâche pas, tu sais. On a fait ça. Il reste Ouais. juste ça. Au contraire, Exact. là, comme on va célébrer, il reste juste ça. On va Exact. le faire. On l'a fait tellement rapidement. Mais ouais, c'est ça. Je pense qu'être positif, c'est la clé. Mhm. Donc, Genre- je pense qu'on va mieux avancer comme ça. Olivier, c'était très cool. Merci. T'as-tu aimé ton premier podcast? Ouais, Ou ça a bien super été? fun. Ouais. Cool, merci. Puis écoute, j'espère que ton livre va arriver à terme parce que là, tu me dis qu'il y a des problèmes avec les douanes ou je sais Ouais. pas trop. Je sais pas s'il est pris dans le port de Montréal avec la grève des Oh vendeurs. my God, c'est vrai, c'est la grève. Ouais. Mais je sais pas il est où exactement, mais il est pogné quelque part. Donc, ouais, on va se croiser les doigts. Je pense que ça va pouvoir... On va aller chercher. Son Eva, Cago, Ouais. Cossin, voilà. Puis merci beaucoup d'être là. Merci. Merci.